Audace. Place à l'audace. Au travail, en famille, dans nos projets ou dans nos rêves, peut-on réellement concilier ambition et épanouissement personnel ? Comment s'aligner pour mieux briller ? Dans Audace, j'invite des personnalités passionnées à partager leurs aventures, leurs réflexions, leurs défis et leurs moments clés. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs, experts ou anonymes, tous nous montrent que prendre des risques, oser être audacieux, se réinventer ou simplement croire en soi peut véritablement transformer nos vies. Trop souvent, j'ai rêvé que mes échanges puissent être entendus par le monde entier. Qu'une phrase, qu'un mot glissé à un moment particulier dans la vie de quelqu'un puisse l'aider ou l'inspirer. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, j'ai le privilège de rendre cela possible. Je suis Chloé Junico, bienvenue dans Audace, un podcast indépendant. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des WAGs, ces femmes de footballeurs souvent fantasmées, parfois critiquées, mais rarement comprises. Avec moi, Manon Boyata, qui est l'épouse de Dédric Boyata, joueur de foot. Alors, dans cet épisode, on va parler de préjugés, bien sûr, de maternité, parce que Manon a un parcours de maternité compliqué, un parcours PMA, et on va parler de quête d'identité. En fin d'épisode, Manon nous dévoile aussi ses meilleurs conseils, ses meilleurs tips, ses meilleures marques de make-up, car c'est une experte dans ce domaine. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande de rester jusqu'à la fin de l'épisode. Allez, c'est parti, je vous laisse écouter notre conversation. Moi, je l'ai adorée. Je remercie encore Manon parce que vous allez le voir, elle parle avec sincérité d'un univers un peu opaque qu'on ne connaît pas toujours et vu de l'intérieur, c'est très intéressant. Au-delà des strass et des paillettes, au-delà de l'image qu'on se fait du monde du football, de la vie de ses familles, il y a aussi des vraies personnes. Manon, elle nous dévoile sa vie au quotidien avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté et je la remercie grandement pour ça. Bonne écoute. Bonjour Manon. Bonjour Chloé. Merci de venir dans le podcast. Je suis trop contente de t'avoir. Merci beaucoup. Alors, on va aborder aujourd'hui un sujet un peu particulier. On n'a jamais abordé dans le podcast, mais nous, on se connaît depuis très longtemps. Oui, ça remonte. Oui, ça nous rajeunit pas. Donc, on était en humanité ensemble, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est là qu'on s'est connus il y a longtemps. Oui. Je dirais pas combien d'années, on va peut-être Oui. ça. Pas besoin. Et tu as un parcours de vie atypique, honnêtement, on peut le dire. Faut dire ça. Dû à ton mari. Bon, je vais arrêter le teasing. On va commencer d'abord par te connaître toi. Tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Alors, je suis une maman. Ah, tu commences par ça. Par ça, parce que ça me décrit bien pour l'instant. Non, je dirais que je suis une fille, enfin une femme, issue d'une fratrie de 3. Une grande sœur, un petit frère, avec des parents très aimants. Je viens d'une famille où c'est beaucoup d'amour. Et du coup, ça m'a toujours beaucoup porté sur la personne que je suis. J'aime beaucoup parler. Pétillante. C'est vrai que j'ai quelque chose où j'ai toujours aimé blablater, comme mon papa disait, où il disait toujours, il n'y a pas un bouton off. Donc voilà la personne que je suis, qui parle beaucoup. Voilà, je dirais, du coup, je viens d'une famille de 3 enfants où on s'aime beaucoup. C'est un peu mes meilleurs amis, encore aujourd'hui. Comme tu parles de ta famille, je rebondis dessus. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu l'éducation que tu as reçue et les valeurs que tu as reçues à l'époque et qui, j'imagine, te portent toujours aujourd'hui? Oui, très fort. Alors j'ai une maman qui est très fort dans tout ce qui est la psychologie, le bien-être de l'enfance, elle est logopède, mais a toujours été très portée sur la communication. Enfin, dans une famille, on était très fort à communiquer. D'ailleurs, ça nous a un petit peu saoulé à des moments. Parce que ma maman était toujours à dire, il faut qu'on parle, il faut qu'on se dise les choses. Mais aujourd'hui, c'est un peu qui je suis aussi en tant que maman, du coup. Où pour moi, c'est très important et c'est des belles valeurs que je trouve qu'elle nous a éduquées. C'est de toujours essayer de parler, se dire les choses, même quand ça va pas, qu'on reste une famille et que, voilà, avec la communication, en général, tout passe. Et dans le couple, c'est là où je dirais qu'il y a eu beaucoup
de valeurs qui sont très très importantes pour moi. J'ai vu 2 parents qui, malgré les disputes, malgré voilà, ils nous ont toujours montré, je dirais, le vrai, mais tout en nous montrant, pardon, le vrai aussi de la flamme d'un Mhm. couple, elle peut s'éteindre, donc il faut l'entretenir. Et ça, c'est une phrase que ma maman disait toujours. Prenez du temps pour vous, reconnectez, faites des petits week-ends, faites des choses comme ça. Très tôt dans le couple, elle nous a appris beaucoup de choses. Elle nous avait emmené voir un spectacle à l'époque, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. J'avais 15 ans à l'époque. Ça représente pour moi qui sont mes parents. C'est toujours y mettre du sien pour faire fonctionner le couple. Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble à se faire des trips et des Mhm. vacances en Thaïlande. Mais pour moi, c'est une des plus belles valeurs qu'ils nous ont inculquées. C'est on essaye, on réessaye, on reste ensemble, voilà. On se bat pour le couple, ouais. Voilà. Et pour les enfants aussi, du coup. Oui. Parce que ça aussi, c'est important. Ouais, tout à fait. Petite, tu rêvais d'être quoi? Ouf! Alors, c'est passé par plein de choses. Ma maman dirait que d'abord, j'ai rêvé d'être styliste. Bah, t'as toujours aimé la mode. J'ai toujours aimé la mode. Alors, c'est toujours un côté qui fait partie de moi. Et ça, d'ailleurs, ça a été longtemps une dualité, je dirais, parce que je me disais, après ça, en fait, j'ai été vite amenée vers la psychologie. J'aime beaucoup la psychologie. J'aime beaucoup comprendre le fonctionnement de l'être humain. Et j'aime beaucoup le couple. La compréhension des couples, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Et en même temps, du coup, j'aime beaucoup la mode. Et souvent, c'était quelque chose où je me disais, mais est-ce que les gens peuvent prendre quelqu'un au sérieux si t'es à fond dans, le paraître, on va dire quelque chose comme ça. Du coup, je me disais, est-ce que je dois choisir entre un des deux? Et c'est un petit peu mon cheminement, je dirais, de vie. C'est qu'aujourd'hui, c'est de me rendre compte qu'en fait, les deux sont OK, parce que c'est qui je suis. J'aime autant la mode que aider les gens. Et ouais, c'est quelque chose vraiment, la psychologie, mais comme je dirais, le couple, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup passionnée. En parlant de couple, je- on va jumper directement sur ce sujet-là. Peux-tu nous raconter, toi, ta grande histoire d'amour? Je dirais presque l'unique. Je sais pas si vous êtes mis ensemble si Ce tôt. n'est pas l'unique. Oh, Désolée. c'est le dernier, c'est le plus important. Voilà. Non, donc du coup, en fait, on s'est connus. On s'est connus. Lui était à Jean 23, moi à Don Bosco. Oui, on parle d'écoles qui sont situées à Bruxelles. Voilà, exactement, mais dans un radio Oui, très très proche, tout à voilà, fait. exactement. Et on avait en fait des amis en commun. Et notre rencontre s'est faite parce que j'étais à Stockel. Stockel, c'est un quartier évolué. Et du coup, j'avais des amis. Et puis lui arrivait un jour pour dire bonjour à ses potes. Et il me dit pas bonjour à moi. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Pourquoi il me dit pas bonjour? Et puis ils parlent entre eux, etc. Et il repart, il allait à l'entraînement. Ouais. Spoiler alerte. On parle d'entraînement. Est-ce que c'était déjà une star à l'époque? Non, du tout. Là, je te parle, j'avais 13 ans, Oui, il voilà, en avait 14. Il jouait dans un club, je crois que si je me trompe pas, c'était au Brussels à l'époque. On parle de foot. De foot, voilà. Donc non, il jouait vraiment après l'école, il allait faire ses entraînements, etc. Et ce jour-là, il repart avec son sac et je me dis, mais ce petit-là, il me dit même pas revoir. J'ai couru dans le métro et je lui ai donné une claque sur la tête en lui disant, mais on t'a pas bien éduqué ou quoi? Tu sais pas dire au revoir? Et je suis repartie. Et le lendemain, il m'a rajouté sur MSN. Mais du coup, on s'est rencontrés comme ça, mais on n'est pas sortis ensemble. On est devenus amis. Très très proches, et on est restés d'ailleurs amis très très proches pendant du coup de mes 13 ans à mes 17 ans et demi. Ah oui, je pense que c'était plutôt... Ah ouais, non, on était comme meilleurs amis, on se voyait, on parlait tout le temps, etc. Et lui, je dirais, aurait aimé que ça se passe avant, mais je lui avais dit non. Et puis il a réessayé et j'ai dit oui. Et pendant Donc, ce voilà. parcours-là, toi, t'as quitté Don Bosco, je pense. Oui, c'est ça. Je crois que j'avais 16 ans à ce moment-là et je suis partie à Saint-Louis, donc en ville. Ok, et lui, il a continué ses études ou il est devenu Non. espoir? Voilà, c'est ça. En fait, lui, on est venu le recruter et il avait 16 ans. Ok, et là, il a commencé sa carrière en fait. Voilà, à Manchester City. Ok, donc chez les jeunes. Chez les jeunes. Donc voilà. Donc là, il a déménagé à l'étranger. Ouais. Donc là, c'était pas facile. Enfin, moi, je me souviens toujours quand il m'avait annoncé, c'était via MSN. On se parlait à l'époque, c'était pas WhatsApp autant, c'était MSN surtout. Et il m'a dit, oui, du coup, on m'a recruté et je dois partir. Et moi, connaissant rien au foot, enfin, j'ai un papa qui a joué au foot, un frère qui a joué au foot, mais
c'est pas mon truc. Donc, je me dis, bah, chouette, tu reviens quand? Et c'est ça que je lui ai dit. Et t'es là, non, non, t'as pas compris, je pars. Et donc là, c'est vrai que j'en ai pris un coup parce que je me dis, mais comment ça va se passer? On sortait pas encore ensemble. Hein. Et je me dis, bah voilà, mon meilleur ami qui part, ça va être un peu difficile. Et en même temps, comme je dis, j'y connaissais rien. Donc ça a été chouette parce que bah, il est parti et puis on a gardé contact tout le temps. Et j'ai appris un petit peu déjà à ce moment-là ce que c'était le foot. Mais du coup, il était, oui, dans une maison d'accueil. Il a dû quitter sa famille et s'est retrouvé, du coup, à 16 ans avec des gens qu'il connaissait pas. Je sais pas si on a dit son nom. Non, je crois pas. Comment Donc, s'appelle-t-il? Dédric Boyata. Et du coup, oui, il s'est retrouvé dans une famille d'accueil, à pas parler la langue, un peu tout nouveau pour lui, mais en sachant que du coup, quand tu es chez les jeunes, tu ne signes pas encore un contrat pro. Donc, tu vas, mais ça ne fait pas de toi encore un footballeur à part entière qui va en faire une carrière pour autant. Ça reste quand même quelque chose qui est en suspens. Mais donc, il a voulu tenter, quoi. En fait, c'était un peu... Dans l'histoire, donc il y a si on cherche son nom, il y aura un podcast du coup que lui a fait. Je le mettrai en description. Voilà, où lui raconte son histoire du foot. Oui. Et en fait, c'est ce qu'il explique. Lui ne voulait pas partir pour jouer au foot. Lui, il serait bien resté à l'école avec ses potes et continuer sa petite vie comme ça. Et c'est son papa qui lui a dit non, non, non. C'est Manchester City qui t'appelle. Tu pars, tu vas dans l'avion et tu vas là-bas. En gros, c'est un peu ça. Mais donc, lui, c'était pas spécialement quelque chose qu'il avait à cœur à ce moment-là parce qu'il se disait, enfin, je suis jeune, c'est mes potes avant tout. J'ai pas envie de spécialement de partir. Et comme il explique souvent, c'est une fois qu'il est là-bas qu'il se rend compte en fait de l'ampleur parce qu'à cette époque-là, le foot belge est quand même encore petit. Je dirais que c'est petit à petit que ça a pris des ampleurs, mais à l'époque, en fait, quand il arrive là-bas, Manchester City devient quand même de plus en plus un gros club. Donc c'est des grosses facilités. Enfin, c'est des stades, c'est pas les mêmes. On parle pas des mêmes choses. Les vestiaires, les kinés, enfin tout ça, c'est des choses qu'il connaissait pas. Et donc très vite, il se dit waouh, en fait. Le foot, c'est ça aussi, c'est pas mal. Et de là, bah, voilà, il a commencé très vite. Ça s'est bien passé pour lui là-bas. Et quand est-ce que vous êtes mis ensemble, Cyril? Alors, j'avais 17 ans et demi, donc j'étais encore en humanité, donc j'étais à l'école, je finissais ma dernière et il revenait en Belgique dès qu'il avait des congés, des vacances, etc. Et puis il est revenu et comme je dis, il m'avait déjà proposé qu'on soit ensemble une fois. J'avais 16 ans à ce moment-là que j'avais dit non. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'avais eu un copain avant. Spoiler alerte aussi. Et ça s'était pas très bien passé. Et donc, en fait, je me suis dit, mais c'est une évidence. Enfin, le gentil là à côté de moi, qui depuis des années, en fait, on s'entend tellement bien. Ça a été, vraiment une évidence qui s'est mis. Et puis, on s'est dit pourquoi pas. Mais ce qui était chouette, c'était vraiment pourquoi pas de sans pression. Je me suis dit, voilà, on verra où ça nous mène. Oui, parce que ça voulait dire relation à distance. Exactement. Et donc, ma 6e, c'est ça qu'on a fait. C'était relation à distance. C'était pas facile. C'était pas facile du tout parce que eux donc n'ont pas de congé scolaire. Ça n'existe pas. Il y a pas Noël. D'ailleurs en Angleterre ça s'appelle le Boxing Day. On joue à Noël des matchs. Donc il y a pas de moments familiaux qui se passent très souvent à ces moments-là. Ils revenaient pas les week-ends. Il y a pas de week-end vu que les matchs c'est les week-ends. Donc c'est une fois tous les X temps. Et moi je me souviens que j'avais un peu menti à mes parents pour aller lui rendre visite là-bas. T'as séché les cours? Non, c'était des vacances scolaires, du coup, pour moi. J'aurais pu. Mais non, c'était des vacances scolaires et je me souviens que j'avais dit, ah oui, j'ai un ami, il habite en Angleterre, Ah oui. J'aimerais bien juste aller le voir. Et ma mère m'a toujours dit, on a commencé à se douter de quelque chose, mais voilà, on t'a laissé, on te faisait confiance et j'avais été le voir là-bas. Et je dirais que c'est là que les choses se sont vraiment confirmées pour nous aussi, de se dire, bah, tiens, malgré la distance, en fait, on est en train de créer quelque chose quand même de fort. Ouais. Et donc voilà, et donc j'ai fini mes humanités. Je n'ai même pas été chercher mon diplôme qu'on est parti en vacances. Ouais, j'étais vraiment là, je me casse. Et de là, j'ai dit à mes parents, voilà, j'aimerais bien faire une année sabbatique où j'apprends l'anglais.
Ok, ouais, ok. Voilà. Pas que tu glandes, hein, ouais. Non. Ils m'ont dit, OK, d'accord, mais on va t'inscrire dans un truc. J'ai dit, oui, mais c'est à Manchester que je veux être. Je pars pas en Australie, Manchester. Et tout le monde rêve Voilà. de ça, l'Australie, le Sydney et tout. Non, Manchester, Canada. c'est bien, Manchester. Et donc, moi, ils m'ont inscrit au cours. Puis, ils voulaient me trouver un logement. Je dis, non, ça va. Je me débrouille. Voilà. Je vivais dans un petit appartement à ce moment-là. Et là, il était toujours quoi, en espoir, enfin en jeune? Donc là, il était toujours en jeune. Oui. Et en fait, je crois, si je me trompe pas, au moment où on se décide un petit peu à ce que je vienne habiter là-bas, on lui propose un contrat pro. Mais donc, c'est un des plus jeunes à ce moment-là qui signe pour l'équipe première. Donc, c'est un gros truc. On se dit, waouh, un truc de malade. Mais en même temps, c'est chouette parce que ça se passe au moment où je décide de venir habiter avec lui. Il adorait être dans sa famille d'accueil parce qu'il a rencontré vraiment des chouettes gens parce qu'il n'est pas tout seul. Donc en famille d'accueil, ils sont 3 ou 4 footballeurs justement qui viennent des espoirs. Et du coup, il a adoré parce que c'est trop drôle habiter avec 4 garçons. Tu fais les 400 coups ensemble, etc. Donc c'était très chouette pour lui. Mais le fait qu'il passait au pro à ce moment-là, je pense qu'il était chouette, c'est que moi, je venais, ça amenait une stabilité. Oui. Et dans le foot, c'est nécessaire. Oui. Je pense que après des années, voilà, fort, exactement, posé exactement. On a vu quand même du coup pas mal de footballeurs, des grands footballeurs aussi, qui la carrière s'arrête très vite. Quand tu fais des mauvais choix, quand tu réfléchis pas bien, quand les blessures. Il y a plein de trucs aussi. Mais quand t'es pas bien soutenu, c'est, je pense, encore plus difficile. Donc voilà un peu mon histoire. Oui, j'ai lu pas mal de trucs sur les dépression après une carrière sportive. Oui, il y en a énormément. Oui. Il y en a beaucoup, je pense, pendant la carrière. C'est juste qu'on n'en parle pas. C'est très tabou. C'est un monde très masculin aussi. Donc, c'est très... on dit rien, on fait semblant. Et voilà. Mais très vite, quand tu rentres dans le monde du foot aussi, il faut comprendre, tu deviens un numéro. On te paye. Tu nous appartiens, tu n'es plus vraiment un humain à part entière. Donc, tes sentiments, tu vas vite les mettre de côté. Et c'est vraiment, ça rentre dans un truc... Tu dois délivrer, quoi. Voilà, t'es bon, on te garde, t'es mauvais, la porte. Et donc, très vite, tu rentres dans un monde compétitif. Et c'est un sport où je dis souvent, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle d'un sport collectif. Mais pour moi, c'est un sport très individuel au final. Parce que tu peux avoir ton meilleur ami qui joue à la même place que toi dans ton équipe. Tu souhaites pas qu'il se blesse, mais en même temps, il se blesse pas, tu joues pas. Donc, c'est très, très... c'est difficile. Oui, c'est pas facile mentalement. Très vite, je trouve ça joue avec le mental, quoi. Et toi, donc tu t'embarques là-dedans, tu comprends qu'il passe en pro, tu comprends que c'est un big deal. Oui. Tu visualises ta vie future. Du tout. Ce que j'allais dire, bon, maintenant, on connaît un peu le monde du foot. On sait qu'on peut, tu sais que tu peux changer de club, qu'il peut changer de club. Mais de facto, la famille entière va déménager. Voilà. Je sais pas trop si les familles vivent à distance, si ça se fait beaucoup dans le monde du foot. Alors, je dirais non. C'est très rare, c'est pour ça d'ailleurs que les femmes de joueurs sont souvent, quand tu leur demandes ce qu'elles font niveau professionnel, c'est très rare qu'il y en ait qui soient accomplies. Parce que souvent on commence quelque chose, puis on doit partir, on doit changer de langue, donc sauf si c'est quelque chose que tu sais faire à distance, même les études aussi des fois, c'est pas possible non, moi à ce moment-là, je dois avouer que je me rends pas compte. Pour moi, je veux habiter avec mon copain et je rentre là-dedans. Pareil, j'entends pour la première fois ce truc de WAGS. Je commence à aller voir les matchs, etc. Et je vois des WAGS, du coup. Et je comprends très vite qu'on n'est pas habillé pareil, dans le sens où... Attends, tu te considères pas comme une WAGS ? Non, surtout à cette époque-là. Surtout à cette époque-là, je rentre, moi je suis habillée. Alors à l'époque, c'était la mode, une petite veste Adidas assortie aux chaussures de la même couleur. Et j'arrive là-bas avec mon sac Nike, trop fière de moi. J'ai lissé mes cheveux, tout va bien, etc. Et puis tu regardes et tu vois des chaussures Louboutin, des sacs Louis Vuitton. Enfin, à l'époque, c'était du coup... Je ne vais pas dire mon âge. Non, à l'époque, c'était très, très Louboutin, Louis Vuitton. Enfin, c'était des marques très flashy, obvious, ça passe par là, en fait, un peu ton statut. Et donc, je rentre un peu dans ce monde, j'appelle ça ce monde un peu de requin.
Parce que du coup, c'est très difficile. Moi, j'ai 18 ans à ce moment-là. Et tu regardes et tu dis, en fait, du coup, pour être quelqu'un, ça veut dire je dois m'habiller. Autant j'aime la mode, mais voilà, lui, il était tout jeune. Moi, je travaillais à la piscine de mon papa à l'époque pour me faire un peu des sous. Donc, c'est pas du tout ce monde-là que je connais, quoi. Et puis, petit à petit, en fait, c'est se rendre compte de ce que c'est vraiment cette vie-là. Parce que il y a les wags, ce qu'on voit, ce qu'elles dépensent, mais il y a tout l'envers du décor aussi. Et c'est vrai que du coup, c'est petit à petit, vraiment, au cours de ces 2 premières années à Manchester, que je me dis ah ouais, en fait, voilà, c'est beaucoup de l'image est beaucoup bling bling, mais ce qu'il y a sur le côté, c'est quand même souvent très mental aussi pour les femmes. Enfin, certaines du coup avaient déjà des enfants, moi pas à l'époque, mais j'en ai rencontré qui, les enfants devaient arrêter les écoles, quitter les amis, et comme on en parlait tout à l'heure, mais du coup je vais le dire, oui, c'est 24 heures du coup quand ils signent dans un nouveau club, c'est 24 à 48 heures qu'ils ont pour eux partir. Et donc toi en fait tu te retrouves avec ta vie que tu essaies de créer petit à petit, à te dire salut les copains que je me suis fait et on part quoi. Donc tout le déménagement à faire, c'est mental aussi, parce que chaque fois que tu pars d'endroit, tu t'es créé quelque chose, t'essayes de créer un cocon en fait. Oui, Moi, comme je dis souvent, c'est une vie de nomade parce que en fait, t'arrives à un endroit et le sentiment c'est pas chez moi. Donc en fait, tu dois en faire ton chez toi. Donc c'est déjà trouver un logement, y faire quelque chose de sympa, mais tout en sachant que ce ne sera pas ton logement à vie. Le combien de temps t'y restes, c'est un point d'interrogation dès le départ. Et donc en fait, chaque club, par exemple que mon mari a fait, je me disais, ok, t'attaches pas trop, on n'est pas là pour longtemps, machin. Mais en fait, c'est très dur parce que quand tu vis comme ça, alors tu créeras aucun lien et tu peux pas vraiment vivre à 100%. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps aussi, c'est vis l'aventure à fond à 100%, parce que tu sais pas justement combien de temps ça dure. Et des fois, c'est plus longtemps et des fois moins longtemps. Manchester, c'était quand même au final, pour lui, c'était plus longtemps que moi du coup, mais moi, c'était 5 ans. Oui, quand même. Ouais. Et donc, quand tu arrives là à 18 ans, on va repartir sur l'histoire de manière chronologique. Oui. Tu arrives là-bas à 18 ans, tu vois ce monde-là, tu dis en tout cas le monde en façade. Comment toi, tu te sens? Est-ce que tu te dis, wow, ça me correspond, ok, je vais me fondre dedans, je vais me faire des potes là-dedans? Je sais pas, les gens se regardent, les gens se parlent, il y a la compassion? Compassion, non. Entre femmes non plus? Il n'y a pas de sororité? Non. Pas à cet âge-là, pas quand je suis arrivée. Je dirais que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des mouvements qui commencent un petit peu à éclore là-dedans. Mais il faut savoir que déjà, on ne se connaît pas. Souvent, c'est différentes nationalités. Oui. Et les seuls moments où on se voit, c'est pour un match qui dure 1h30 où on n'est pas assis ensemble. Donc, tu te regardes en fait dans le lounge. Souvent, il y a un lounge où on attend les jours après le match. Et tu t'assieds avec la personne avec qui tu es venu voir le match. Donc, moi, par exemple, ça aurait pu être ma sœur ou mon père qui vient avec cette fois-ci. Mais du coup, c'est un peu genre... Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Et c'est très vite, enfin moi en tout cas à l'époque de ce que j'ai ressenti à ce moment-là, très vite dans le jugement. Parce que c'est aussi par rapport au statut de ton mari. Donc si c'est quelqu'un qui joue tous les matchs, qui a déjà gagné des trucs, etc., j'avais vite cette impression-là de tu es quelqu'un ou tu es personne. Moi, mon mari, clairement, il commençait, donc il n'était personne. Je suis là tout jeune. Ouais. Voilà, tout jeune, voilà. Après, on a eu vraiment aussi des rencontres coup de cœur qui sont venues, et je dirais que les affinités se font aussi Par les mecs. Voilà. J'allais dire, lui, coup de cœur avec un joueur. Ouais. Donc, à l'époque, il était comme ça avec un joueur qui s'appelle Gaël Clichy, qui est plus âgé, qui, lui, a joué Arsenal, Manchester City, équipe de France. Et puis, j'ai lié d'amitié avec sa femme et on est devenus très, très proches. Et ça, en fait, c'était des beaux coups de cœur parce que ça te montre qu'en fait, une amitié réelle est quand même possible à travers ce monde-là. C'est juste que c'est quand même rare parce qu'il y en a certaines femmes qui sont pas là pour longtemps, malheureusement. Ce n'est pas des fans, du coup. Mais je veux dire, c'est des copines que tu vois de passage. Ouais, il y a beaucoup de copines. Dans le monde du foot, il y a rien à faire. C'est pas pour rien. Surtout en Angleterre. En Belgique, ça s'est développé après, je dirais, le terme wags, etc. Mais en Angleterre, c'est venu très, très vite. David Beckham, Victoria Beckham, ça a été un peu le truc. Et le truc des wags, en fait, c'est que quand tu dis, par exemple, ton mari est footballeur, je sais pas, j'allais faire mes cheveux chez une coiffeuse et je vais dire, oui, mon mari est footballeur. Oh mon Dieu, c'est vrai, mais c'est incroyable. Oh, t'as trop la chance. Et en fait, là-bas, ils le considèrent très vite comme c'est une chance et en fait, on va tout faire pour... Il y en a, elles sont prêtes à tout faire.
carrière, littéralement, pour être femme de joueur. Ouais. Et donc, du coup, c'est ça qui est difficile aussi, c'est que tu as beaucoup de, comme je dis, de copines, parce que beaucoup de mecs, du coup, qui n'ont pas de copines stables, c'est facile d'enchaîner beaucoup de copines avec l'argent, les sorties. T'es mal entouré souvent aussi de tes potes parce que tes potes profitent de ta gloire, entre guillemets, à travers toi. Et donc, ça a invité les filles et machin, etc. Et ça, c'est pas facile aussi de se différencier, je dirais, là-dedans. Parce que moi, par exemple, j'étais jeune et très vite, du coup, c'était la copine, quoi. Enfin, on n'est pas mariés à cette époque-là. Oui, la copine actuelle, mais voilà, on va pas te prendre au sérieux pour autant, ça se trouve dans 6 mois, next, quoi. Et c'est pas facile aussi, ce sentiment-là, parce que t'es là, non, je le connais quand même depuis longtemps. Oui. Enfin, tu vois, je suis pas arrivée. Voilà. Et d'ailleurs, ça a été très dur pour moi à l'époque de ça, c'est que en Belgique, dans nos entourages, on m'a beaucoup jugé aussi, que je partais avec un footballeur, que j'ai eu beaucoup de commentaires de tu pars pour l'argent, j'étais trop là, ils gagnent pas autant que ça, c'est le début les gars, enfin faut arrêter. Et ouais, j'ai eu pas mal de remarques où tu fais quoi, tu fais rien du coup, enfin ça a été presque toute ma vie. Oui, justement on peut en parler, c'est aussi une question un peu taboue, mais du coup comme tu disais, comment se construire, comment toi créer, comment toi t'épanouir. Ouais, ça a été la grosse question. En étant que la femme les humanités étaient finies. À ce moment-là, moi, ça avait toujours été, dans ma famille, on privilégie quand même les études. Et oui, très vite, du coup, moi, je m'étais dit, ok, si je dois faire des études, c'est dans quoi? Et en fait, en humanité, j'avais choisi de changer d'école parce que c'était sciences sociales. Ouais. Et donc, sciences sociales se rapprochait quand même vachement de ce que j'aimais, la psychologie et tout ça. Et donc, je m'étais dit, oui, si je vais à l'université, moi, c'est psychologue. Donc ça, c'était clair et net. Sauf que Dédric est arrivé. Et finalement, je suis partie. Et je m'étais dit, non, je vais me prendre 1 an un peu loin de tout, réfléchir aussi un peu à ce que j'ai envie. Et en même temps, j'apprenais l'anglais, donc ça m'allait. Sauf que très vite, je me dis, mais en fait, le problème, c'est que si j'ai envie de faire de l'université, ça veut dire que c'est soit je vais devoir le faire en anglais, mais c'est pas ma langue, donc est-ce que je vais gérer, etc. Soit revenir en Belgique et recommencer du coup longue distance. Donc on a beaucoup réfléchi par rapport à ça. Je me suis dit non. Enfin moi, j'étais pas prête à recommencer du coup le longue distance. Et à ce moment-là, anglais, je fais un test et j'ai pas le niveau pour pouvoir rentrer à l'université encore, vu que ça fait qu'1 an. Et en Belgique, quand t'es dans des écoles francophones, l'anglais, je vais pas mentir, c'est pas là où on apprend le plus, surtout pour faire l'UNIF. Et donc du coup, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Donc très vite, en fait, tu passes un peu à des plans, et ça, c'est beaucoup de femmes de joueurs. J'appelle ça les plans B, où tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour compléter un peu qui je suis ou des envies, etc., des passions, sans que ce soit forcément toujours du coup l'UNIF ou des grandes études. Moi, très vite, je me dis non, oui, je me souviens, c'est l'époque. Je me dis, je vais faire une formation d'ongles. C'est l'époque. Pourquoi? J'aime les ongles à l'époque. Je me dis, why not? C'est que 2 mois en Belgique. Et du coup, ça veut dire que je pourrais peut-être faire ça à la maison là-bas. Vu que c'est toujours le point d'interrogation à ce moment-là de est-ce qu'on reste à Manchester City ou est-ce qu'on part? Parce qu'on savait pas si on allait lui faire re-signer un contrat. Donc, je me dis, je vais faire les ongles et à la maison. Chose que je n'ai jamais fait. J'ai fait la formation, je sais faire des ongles, mais ça me bottait pas plus que ça. C'était plus pour moi. De là, j'ai enchaîné de faire une école de maquillage, mais à Manchester. C'était une école de maquillage sur 1 an parce que c'était pour tout ce qui est les films, les effets spéciaux et tout ça. Alors ça, j'étais passionnée. Enfin, j'aimais beaucoup le maquillage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ton épisode avec Camille. Ouais. Et donc, le maquillage, j'adore. Enfin, ça fait partie intégrale de qui je suis aussi, comme la mode. Sauf que pareil, je finis, je me rends compte que c'est pas pour moi. Et en fait, je dirais que les femmes de joueurs, les 3/4 du temps, c'est ça. Tu fais, tu te rends compte c'est pas toi. T'es contente parce que t'as fait quelque chose et en fait c'est souvent ça paraît futile parce que ça paraît comme si on essaie de tuer le temps, mais en fait on essaie juste de se rendre compte qui on est. Enfin c'est des âges très très jeunes en fait là-dedans où faut s'imaginer 18, 19 ans, beaucoup de femmes de joueurs, c'est ça, hein, c'est les âges, tu rentres et t'es là, attends en fait on a de l'argent, on a du temps. C'est ça. Parce que beaucoup de gens disent souvent, ça c'est une phrase qui me faisait rire parce que j'ai toutes mes copines du coup qui ont une vie complètement différente de moi à l'époque, qui elles commencent des études ou pensent déjà boulot, etc., comment je vais y arriver. Et en fait, toi, tu vis quelque chose de parallèle qui n'a rien à voir. Et la phrase qu'on me sortait souvent, c'est oui, mais en même temps, t'as tout le temps de faire ce que tu veux. Et souvent, cette phrase m'interpelle parce que je dis oui, mais tant que tu le vis pas, c'est pas aussi simple que ça. Parce que
l'argent fait beaucoup. Mm. Je vais pas mentir. Bien sûr, c'est chouette. Tu te fais des super voyages, tu peux t'acheter des super vêtements si t'as envie, te faire plaisir, etc. Mais l'argent ne fait pas qui t'es. Mm. Et ça, les footballeurs aussi, ils passent par des phases comme ça, d'apprendre qui t'es via le statut, via l'argent, via qu'est-ce qu'on voit toi, de ce qu'on dit toi, etc. Et en fait, je dirais que pour moi, réaliser qui tu es quand justement tu as le temps et l'argent, c'est réellement devoir prendre du temps pour se dire, mais merde, en fait, toute la vie, on te dit qui tu dois être finalement. Surtout dans des sociétés comme ici. En Belgique, je pense qu'on est quand même très fort rodé sur le tu fais tes humanités. Ensuite, on te fait comprendre que si tu veux un boulot un peu là, ce serait pas mal l'UNIF. Si tu fais pas l'UNIF, il y a la haute école. Mais on n'est pas non plus comme en Amérique où tu veux être make-up artiste, très vite tu te dis je vais faire là-dedans freelance, puis je vais connecter des gens, etc. Dans moi, mon sentiment, c'est qu'en humanité, on est fort sur le côté qu'est-ce que je vais faire? Faut que je trouve ce que je vais faire. Et en fait, moi, ça m'a vraiment permis de, je dirais, déconstruire d'abord en fait, mais Manon, c'est qui? Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes vers 18, 19 ans, 20 ans, et même plus tard. Oui, on fait des études, et après on se dit, en fait, si je fais des études, ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Le problème, c'est que toi, t'es mis sur les feux des projecteurs. Tu vois, par ton mari, lui aussi, il doit avoir une pression de dingue. Oui. Mais de fait, toi, t'es aussi dans les spotlights. Oui, mais toujours, c'est les spotlights, comme je dis toujours, on est l'ombre. Ouais, on parle jamais, tu vois, on va jamais dire et ta femme qu'est-ce qu'elle fait ou tiens est-ce que, enfin moi j'en ai souffert à un moment donné, je dirais, parce que je suis quelqu'un très tôt dans ma vie, c'est marrant de dire ça, ça fait pas humble du tout, mais je m'en fous. J'ai toujours su que je voulais briller, mais briller dans le sens où moi j'ai toujours voulu être sur une scène, à parler, à faire des conférences, à éduquer des gens sur des sujets, sauf que je ne savais pas quel sujet, vu que voilà à l'époque j'étais, comme je dis, je me cherchais moi-même, mais par contre je savais qu'il y avait un feu à l'intérieur de moi de en fait, moi, j'ai envie de briller. Et le truc, c'est que je me retrouve dans la position de non, en fait, c'est l'autre qui brille. Et en fait, ton job va plutôt être de le soutenir. Et ce qui est marrant, c'est que ce que j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais finalement, ce que j'ai fait donc au jour d'aujourd'hui, ça va faire en juin 16 ans qu'on est ensemble. Et en fait, ça faisait 16 ans que je faisais déjà un métier que j'aime beaucoup, qui est coach. Et en fait, pour lui. Et en fait, je m'en rendais pas compte parce que, évidemment, chaque fois qu'on te pose la fameuse question de tu fais quoi, c'est très réducteur de chaque fois répondre, je suis à la maison, ou rien, ou t'oses même plus. Il y a un moment, je me souviens que j'inventais, hein. Toi, tu disais quoi? J'étais là, ah oui, non, moi, pour l'instant, je travaille un peu dans le freelance. Tu dis des trucs et je suis pas seule. Je suis sûre que beaucoup vont rigoler parce que je suis pas seule là-dedans. Où en fait, tu te dis, il va falloir que je trouve un titre ou que je dise que je fais quelque chose parce que les gens te prennent pour une conne. Oui. Littéralement. En fait, limite, c'est vu que t'as la chance d'être là, voilà. Tais-toi et sois juste jolie à la limite, tu vois. Exactement. Et souvent d'ailleurs c'était ça doit pas être si dur que ça, t'as l'argent pour t'acheter des Louboutins. Tu crois que je dors avec et que je suis là comme ça? Oh mais Louboutins, tu me rends tellement heureuse. T'es heureuse 30 secondes quand tu les achètes et quand tu vas les porter quelque temps. Et ça aussi d'ailleurs, je trouve c'est un apprentissage dans le foot, c'est que l'argent t'achète du bien matériel, mais que ça comble aucun vide. T'as eu accès via lui, mais oui. Des sommes, on n'imagine même pas, tu vois. On se dit tous qu'est-ce qu'on ferait si on gagne au loto, mais en fait, quand t'es dedans, parfois c'est un peu même déprimant. Oui, et c'est très vite. Ouais, parce qu'en fait, très vite, c'est le côté euphorique où tu te dis, purée, je peux faire des voyages de ouf, je peux m'acheter des trucs que je veux ou que j'ai vu sur quelqu'un, etc. Mais je trouve que tu as une phase aussi où tu te perds très vite. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens qui gagnent au loto, etc., ils ont ces phases-là aussi. C'est que, de nouveau, je remets l'âge dans le contexte, t'es très jeune. Donc, c'est très jeune, avec l'argent, avec du temps, avec comme tu disais, un statut. Et en fait, tu te rends pas vraiment compte que tu dois déjà réfléchir aussi à un futur, vu que le foot s'arrête très tôt. Et ça, c'est aussi, on t'en parle pas dans le foot. Il y a pas de formation pour les footballeurs où on te dit, OK, on va venir vous apprendre comment gérer votre argent, etc. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il y en a plein qui finissent à 35, 36 et ils ont plus rien. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Avec n'importe qui, au jour d'aujourd'hui, se dit, j'aurais gagné autant, enfin, j'aurais investi là, j'aurais fait ceci, etc. Mais comme on ne parle pas de tout ça, toi, t'es jeune et tu penses vite au côté bling-bling, en fait, le côté... Mais c'est aussi, tu dois, parce que quoi, tu vas arriver, se taper n'importe comment, tu vois, voilà. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai eu. Je me suis dit, je vais rester moi-même. Et en même temps, je sentais une certaine pression. Je me souviens encore une Christmas party, parce qu'ils aiment bien faire ça en Angleterre. Et je me dis, merde, je vais être avec toutes les meufs là qui s'habillent de ouf. Je me souviens que j'avais rien.
genre rien, dans le sens j'avais une petite jupe Zara, machin, etc. Et en fait, ça a cogité dans ma tête toute la journée, etc., de me dire je vais dans les magasins, j'achète quelque chose, etc. Et non, je suis partie à cette Christmas party avec ma jupe Zara, avec mon petit haut Zara, etc. Et j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Et en même temps, le lendemain, je dis à mon mari, bon, c'était bien, j'ai trop aimé, j'aimais bien l'ambiance, mais je me suis sentie très décalée et très observée quand même. Ouais. Tu vois, je me suis dit, c'est fou parce que j'ai pas envie de changer qui je suis intégralement et en même temps, je pense de toute façon, comme beaucoup de femmes, on regarde Instagram, par exemple, t'as même pas besoin d'être dans ce milieu-là. Tu vois Instagram, tu vas voir, je sais pas moi, un collier que t'adores, qui coûte super cher. C'est pas parce que t'es dans ce monde-là que tu le veux. C'est aussi, voilà, on peut vouloir des belles choses et aimer les belles choses. Moi, je suis quelqu'un, j'adore les belles choses de base. Mais c'est vrai que ça t'influence vachement. Et là, c'est vrai que j'ai pas toujours fait les meilleurs choix, je dirais, des fois où c'était plus par la pression sociale, du coup, où je me disais, oui, non, je dois m'acheter des nouvelles chaussures parce que nanana. Mais heureusement, je m'en suis vite rendu compte que, où je me suis dit non, j'aime la mode, mais en fait, moi, la mode, c'est celle qui me convient à moi. C'est les choses que je trouve belles et ça veut pas dire spécialement non plus le sac Chanel ou malgré que j'adore Chanel, oui, mais non, mais Chanel, c'est aussi en fait apprendre à savoir qui t'es à travers un monde qui est très jugeant. Ton mari t'a mis la pression pour ça? Pas du tout, parce que lui, c'est quelqu'un de donc l'opposé. Il s'en fout. Royal. Donc lui, très très vite. Même voiture, montre, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Alors il aime les belles voitures, oui, comme beaucoup d'hommes, mais par contre, il a toujours eu des voitures, je dirais, moindres que ce qu'on penserait qu'il est. Pas du tout. Il va pas se ramener avec une Rolls-Royce flamboyante au foot, quoi. Non, justement, il a toujours eu ce côté-là en disant non, je suis quand même un des plus jeunes. Enfin, il avait vraiment cette façon de réfléchir. Et c'est quelqu'un, enfin, pour toute personne qui le connaît, de très, très, très humble. Alors, il aime pas justement En fait, c'est ça qui est marrant. Il s'est mis dans un monde, mais il déteste d'une certaine façon le terme wags. Si on m'appelait wags, il ne supportait pas, même qu'on dise footballeur, alors que c'est ce qu'il est, mais il aimait pas, toujours se cacher, toujours des capuches, des casquettes, lui il s'habillait en Nike de la tête aux pieds, enfin vraiment quelqu'un de très chill. Lui c'est très chill, très après il a eu aussi des moments où bien sûr quand t'es invité à une soirée, t'as envie quand même t'as envie d'un peu de saper. Mais oui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde le connaît pour ça. C'est quelqu'un... il a pas de montre Rolex. Non, c'est pas quelqu'un comme ça parce que justement, il aime pas, en fait. Il aime pas... parce que lui-même, enfin, tout comme moi, je dis, on te dit wax égale stupide. On te dit footballeur égale stupide, hein. C'est la même chose. Souvent, t'entendras des gens qui sont là, oui, c'est bon, avec l'argent qu'ils gagnent, ils peuvent bien se taire, ou ils ont pas fini leur humanité, ou voilà, ça va être des commentaires très jugeants. Après, il y a de tout dans le monde du foot, c'est comme dans le monde des wags. Il y a de tout. Bien sûr, il y aura des femmes qui sont là que pour profiter de l'argent, ça je vais pas mentir, on en a vu. Tout comme il y a des footballeurs, oui, on les voit arriver, c'est la plus grosse voiture, la plus grosse montre, que des marques, que des... Voilà. Je pense que ça dépend qui t'es. Ça, après, t'as un ego à assouvir peut-être. Exactement. Peut-être ça te fait performer. Enfin, on sait pas ce qui se passe voilà. dans le corps. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a de tout. Mais lui, en tout cas, est pas comme ça. Et donc, ça m'aide très fort aussi à pas m'oublier là-dedans. Écoute, là, Manon, t'abuses, quoi. Voilà. Ah oui, oui. Lui était là, non, pas nécessaire. Et en fait, pourquoi? Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à rester qui je suis parce que comme on s'est rencontrés très jeunes, c'est ça qui est beau, c'est qu'on a vécu plein de changements. Finalement, on aurait pu, même là-dedans, il y a des gens ils se séparent quand il y a de l'argent, quand justement il y a un statut, il y a des choses comme ça. Et lui, comme il restait très humble et très chill, moi ça m'aidait aussi du coup à me dire en fait c'est vrai, on va peut-être pas s'envoler et on reste qui on est. On a toujours dit tous les deux d'ailleurs, c'est notre phrase qu'on aimait bien dire, c'est on n'oublie pas d'où on vient. Peu importe où on est. C'est vrai que d'avoir les mêmes racines, tu vois, de parler des mêmes langages, disons. Oui. On vient tous les deux de Bruxelles, et nos parents viennent de pas de classe les plus et donc modeste. Mes parents gagnent très bien leur vie, hein, mais je veux dire, on n'a pas été habitués par ce truc bling et ça aide beaucoup de toujours se dire non, on n'oublie pas. 2 questions par rapport à l'argent, et puis on pourrait passer à la place de la famille pour vous. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de chiffres, mais parce que c'est flou. De quel montant on parle quand tu parles d'argent? Et deuxième question, comment vous gériez l'argent au sein du couple? Toi, c'était all-in? Bonne question. Alors,
Ben, je vais parler du coup par rapport à nous, plus que par rapport en général, parce que ben donc déjà les sommes d'argent, je pense que tout le monde peut lire dans les C'est journaux. ça, je crois que c'est public. Alors il y a Ronaldo Ouais. et il y a les joueurs de foot en Belgique en première division. C'est pas la même chose du Ouais. tout. Alors évidemment, quand tu es en Angleterre, c'est souvent des plus grosses sommes d'argent, par exemple, qu'en Belgique. Donc évidemment, de nouveau, ça dépend des clubs. Maintenant, je dirais. Le pic de sa carrière, c'était quoi, Manchester? Alors, pas en termes financiers. Ok. Donc, en termes de carrière, dis-nous un oui. petit peu les gros Ouais. clubs, parce que je connais Donc, en vraiment fait, rien. il a commencé Manchester City espoir, enfin, chez les jeunes, est passé à City première. De là, il a été en prêt à Twente, qui était en Hollande, et à Bolton, qui était en Angleterre. Donc, ça, c'est des prêts, mais tu reviens à ton club. Ok. Ouais. Tu vois, c'est pour ça ça que je dis, se c'est regarde. très numéro, tu vois, ça nous appartient, tu reviens. Et puis, du coup, en fait, le gros move après, du coup, Manchester City, parce que là, autant il appartenait à un gros club, mais jouait pas beaucoup, parce que bah, c'est que des gros joueurs, Ouais. lui, il est jeune, etc. Et donc, il se dit, en fait, non, il faut que je commence à jouer beaucoup pour qu'on me voie. Et un de ses rêves, c'était d'être pour les Diables Rouges. Parce qu'il avait déjà été sélectionné, du coup, à l'âge de 16 ou 17 ans. Donc, il jouait pour les Diables Rouges à l'époque. Mais une fois que, du coup, il a joint City, il a été sélectionné quelques fois et puis plus, parce qu'il ne jouait pas. Ouais, et en fait, du coup, à ce moment-là, on regarde un peu les offres et on part en Écosse, Celtic. Donc là, c'était un gros move dans le sens où il s'est mis à beaucoup, beaucoup jouer et on a beaucoup parlé de lui. Mais de nouveau, c'était pas le plus gros salaire. Là, à ce moment-là, non. Parce que Celtic, c'est un club en Écosse, c'est vraiment le club avec Rangers, c'est les deux. Mais ça reste un championnat où l'argent, c'est pas comme en Angleterre. C'est pas la même chose. Mais pour lui, c'est top parce que du coup, ça lui a permis de faire, d'être sélectionné au Diable Rouge tout le temps. Donc là, il commence à être non-stop avec les Diables Rouges. C'est là qu'il a fait sa Coupe du Monde, sa première Coupe du Monde en Russie, où il a joué. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment le waouh. Qui est tellement, ouais, ça décolle et surtout ça fait plaisir de se dire le travail paye aussi parce que ça faisait longtemps qu'il attendait ça. Sauf que bon, sa carrière, vous verrez son podcast s'il faut, mais lui c'est beaucoup de up and down et au final après ça, on finit par être à Berlin, donc Hertha. Ouais. Et là, je dirais que là, on signe déjà pour un beaucoup plus gros montant. Marrant, tu dis on. Oui. La team, quoi. La team. Lui et moi. Surtout qu'on était déjà mariés, du coup, à ce moment-là. Je crois que moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Une fois qu'on s'est mariés, pour moi, c'était on. Pareil, moi, le mariage aussi, pourtant, pas gâteau et tout, mais le mariage, ça a changé ma vie. Voilà. Bon, il y a un petit truc, je pense, qui, au niveau financier, fait que quand t'es marié, en fait, toutes les décisions, c'est... Pas qu'avant ça, je me disais pas, oui, le futur, ce sera ensemble, mais c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, Coco, ce que tu fais de ton argent, c'est ce que je fais de mon argent aussi, en fait, finalement, parce que notre famille qui va être créée vis-à-vis de ce montant, ça va en dépendre aussi. Enfin, voilà, j'ai commencé à beaucoup plus le voir comme ça c'est vrai. Donc oui, donc on se marie en Écosse et puis voilà le move à Hertha. Après les sommes d'argent, mon mari me tuerait si je l'ai dit exactement, donc on va être une fourchette. Bah, si tu veux pas, on dit pas. Non, c'est juste, on peut pas dire les montants exacts en général et de toute façon, je suis très nulle pour m'en souvenir. Mais je dirais que tu commences à parler de millions à ce moment-là. Pour la signature, pour le changement? Alors oui, en fait, ce qui se passe, donc en fait, tu as toujours dans le foot, donc tu signes un contrat, tu reçois une prime de signature, ça s'appelle. Donc en général, à ce moment-là, tu reçois une assez grosse partie, mais après tu es payé tous les mois. Mais là c'est du coup voilà, exactement. Et donc c'est du coup sur les années. Donc par exemple tu signes un contrat de 3 ans, c'est du coup on parle en termes de je sais pas par exemple 1 point quelque chose, mais sur des années. C'est pas comme je dis c'est pas Ronaldo et tout ça non plus. C'est pas comme on entend des fois, 1 million à la seconde. Non, c'est pas ça du tout. Donc, voilà. Donc, c'est quand même des grosses sommes de personnes où on vient. Parce qu'en fait, c'est à ces moments-là que tu dois te dire... Qu'est-ce que j'en fais? Je le place, j'achète l'immobilier. Exactement. Et nous, du coup, on s'est très vite dit, l'immobilier, c'est souvent ce que tu entends. Mais on a dû aussi réfléchir différemment. Parce que comment t'es élevé à réfléchir, une fois que tu gagnes des plus grosses sommes d'argent, ne fonctionne pas. Parce que l'immobilier, c'est bien, mais le truc, c'est que l'immobilier, oui, après, tu peux acheter des immeubles entiers, etc., mais il faut réfléchir d'une façon aussi intelligente en se disant, OK, en fait, déjà, à ce moment-là, on savait que la carrière s'arrêtait dans
X années. Il faut que ça rapporte rapidement, en fait. Exactement. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que beaucoup de joueurs, en fait, ne se posent pas les bonnes questions au bon moment et c'est comme ça qu'ils finissent, je pense, par ne plus avoir ce qu'ils avaient ou dans des situations compliquées. C'est parce que l'immobilier est bien, mais par contre, pour un plan de vie tout au long de ta vie, parce que c'est long, après ce qui suit, c'est pas toujours le meilleur non plus, quoi. Donc voilà. Donc je dirais c'est des fourchettes comme ça. Et puis de là, on est parti à Bruges, qui était un très bon contrat aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait accepté de revenir en Belgique, parce que mon mari voulait pas tellement. Même moi, je commençais à en avoir ma dose de l'étranger. De l'étranger, ouais, j'imagine. Surtout que j'ai vécu Covid avec un bébé à Berlin. Et du coup, j'étais là, non, je veux. On va en parler du bébé et tout. Juste dernière question, comment vous gériez l'argent en couple? Oui, alors, donc nous, c'était simple. Quand j'ai habité avec lui pendant 3-4 ans, j'ai continué en fait à toutes les vacances scolaires et été à travailler à la piscine de mon papa comme caissière. Et j'ai travaillé aussi dans un magasin de chaussures parce qu'on mettait un point d'honneur à ce que je continue à avoir de l'argent, peu importe comment, que c'était mon petit truc, c'était ma fierté en fait. Moi, c'était vraiment ça, c'était ma petite fierté d'avoir mes petits sous. Après, tout ce qui était, évidemment, restaurant, voyage et tout ça, c'est lui qui payait. Mais par contre, du coup, à ce moment-là, il ne me donnait pas d'argent. Pendant plusieurs années, il me donnait pas d'argent. Il payait, on va dire, ou si on faisait un peu de shopping, il m'offrait des choses, etc. Mais à ce moment-là, moi, plusieurs fois, je commence à lui dire, ouais, en fait, j'aime pas parce que je me sens en fait comme si tu me payes. Et là, c'est vrai que ce sentiment commence à s'installer petit à petit où je lui dis en fait, on est quand même ensemble depuis longtemps et pour moi, c'est pas ok. Et donc, c'est là que les conversations sont venues. Il m'a dit ok, comment tu verrais les choses? Je dis écoute, pour l'instant, on n'est pas mariés, moi plutôt par mois. Donc, comme si tu me payes, oui, par mois, mais en fait, où c'est plutôt quelque chose de j'ai ce budget-là et je peux en faire ce que je veux. Donc, si je suis avec des copines et que je bois un verre, c'est cet argent-là que je touche, mais qui est considéré comme mon argent finalement, oui. Donc, trop vite, il n'y a pas eu de souci. Lui était à se dire, oui, c'est vrai, c'est juste et tout. Enfin, voilà, il faut savoir aussi, ça fait très vite comme si je fais rien, mais donc, faut pas oublier, à 18 ans, je cuisine, je fais le ménage, j'ai vraiment la vie d'une femme au foyer, donc je fais tout ça pour lui, qui ne cuisinait pas du tout. Mais c'est faire attention du coup à sa façon de manger à lui, les heures de sommeil, les machins. Enfin, faut quand même être assez strict sur des choses. Et donc très vite, moi, comme je rentre dans ce truc, oui, l'argent pour moi, je me dis, il y a un moment donné, en fait, je te suis. Du coup, je travaille pas. Du coup, il faut que je te trouve, quoi. Voilà. Et donc oui, donc ça s'est mis comme ça. Et puis c'est vers quand on s'est fiancés que là j'ai dit mais aussi le notaire met un peu à ce moment-là non, parce qu'en fait le notaire du coup nous c'est que au mariage que on envoie un. Oui, nous aussi. Et donc nous on était fiancés 2 ans avant même le notaire. Donc donc voilà, donc en fait fiançailles on se dit on va quand même changer peut-être un peu les choses et là on commence à se dire, tu sais quoi, on va juste arrêter le truc de tu me verses l'argent parce que je continuais quand même à me sentir comme s'il me payait, ce que je trouvais pas ok. Et il dit, tu sais quoi, non, en fait, maintenant, on va mettre ton nom sur une de mes cartes et voilà, c'est ton compte comme mon compte, etc. Donc ça commence à se mettre en place comme ça. Et puis oui, effectivement, avec le notaire. Alors nous, évidemment, ça dépend des pays, mais nous, on s'est mariés en Belgique et en Belgique, du coup, tu dois choisir le contrat de mariage, qui était une discussion très très vive là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant. Tu sais que pour moi, c'est ça le mariage aussi, c'est de se permettre cette période de réflexion sur des choses qui sont pas faciles. C'est pas la lune de miel où on parle tout rose, tout ça. Non, c'est là, c'est deep. C'est deep. Voilà. Si on divorce, qu'est-ce qu'on est prêt à et lui, en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu pas mal de gens qui sont venus parler dans les clubs parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes en cas de divorce qui ont pris des pactoles. Et le problème, c'est que du coup, on commence à parler dans les clubs en disant oui, il faut faire attention, quand vous vous mariez, faut pas faire 50-50, etc., etc. Sauf que, de nouveau, chacun son histoire. Moi, j'estime que je suis là depuis quand même longtemps à ce moment-là. On se marie en 2017. Je suis quand même avec lui, du coup, depuis 2008 ou 2009. Je suis là, t'as faux de moi. Et donc, je veux la moitié. J'ai joué autant que lui. Hein. Il jouait des matchs, moi, avec. Dans la pluie et tout, j'étais là. Non, et donc, en fait, on a cette conversion qui est quand même un petit peu... c'est pas ici. Et en plus, du coup, il a déjà investi dans des appartements aussi. Donc, c'est ça aussi. Voilà.
Ah ouais, Son mais nom, on ça avait rentre, ouais. une maison à Manchester et des appartements en Le Belgique. patrimoine rentre en compte. Voilà. Sauf que, par amour, j'accepte et je dis non, je suis d'accord. Si là on se sépare tout de suite, j'ai rien. J'accepte. Ça me reste là, mais j'accepte. Et du coup, on fait un pacte en disant, OK, à partir de maintenant, Ouais. tout investissement, tout machin, etc., voilà, là, ce sera à ton nom, là, c'est 50-50. Donc, c'est comme ça que ça s'est mis. Comme je dis, moi, je vais être honnête, j'étais à moitié d'accord, mais je pense que j'ai cru à notre amour, à notre histoire assez forte, et je sais l'homme que j'ai en face de moi aussi. Oui, qu'il est réglo. C'est quelqu'un qui me laisserait jamais dans la merde. Jamais. Enfin, voilà. Attends, et là, t'étais déjà maman? T'avais déjà Gabriel? Non. Ok. Non, du tout. Ça change aussi les choses. Ouais. Et juste parenthèse, un contrat peut être discuté. Hein. Oui. Just Clairement. saying. Hein. Je vais sortir, appeler son notaire. Bon. Du coup, fais ça derrière son dos. Non, c'était discuté avec le notaire. J'ai donné mon accord, j'ai signé les papiers, etc. On s'est mariés. Je pense que lui, en fait... c'est marrant, mais je pense que lui avait besoin de ça pour se marier. Oui. Comme pour se dire... il sait que j'étais pas là pour ça. Oui. Mais je crois que ça lui a confirmé de se dire, purée, la femme que j'ai... Enfin, je me lance un peu les fleurs. Mais oui, je pense que il s'est dit, attends, elle a quand même vécu tout ça avec moi, les hauts, les bas, parce que on n'en a pas parlé, mais il y a toutes les blessures, tous les moments où il joue pas, tous les moments où... d'incertitude. Voilà, d'incertitude, de déménagement, on pense que la carrière va là et puis ça tombe là. Donc il y a quand même tout ça et je reste à côté de lui. Je suis sa number one fan. On y va, on se bat, on continue, etc. Mais je pense vraiment que ça a été le déclic pour lui de se dire je marie la bonne personne, mais elle me prouve en fait que sans mon argent, elle m'aime. Et bon, pour moi, ça c'est clairement... C'était une évidence. C'était une évidence, mais voilà. Et du coup, voilà. Après ça, on a eu des enfants et là, maintenant, on a rediscuté chez les notaires. Là, on a changé, du coup. Oui. Voilà, on est toujours, du coup, sous le même contrat. C'est juste qu'en fait, on a rajouté des choses en cas de divorce, j'ai droit à ça et en cas de décès aussi, tu dois en parler. Et voilà. Donc, ça s'est mis différemment et maintenant, c'est beaucoup plus équilibré. Moi, ça me convient, du coup, beaucoup plus, mais tout en étant équilibré et accepter aussi que c'est lui qui a construit quelque chose et que je comprends aussi que ce soit pas 50-50. C'est autant je voulais 50-50, je suis un peu féministe sur ces côtés-là. Je suis très et en même temps j'ai pris du temps à me dire et si c'était moi qui avais construit tout ça, c'est son corps, il l'a usé vraiment, son mental aussi et malgré que oui, c'est beaucoup de up and down, moi c'était un choix. J'ai eu le choix. Depuis le début. J'ai le choix de rester ou pas. J'ai le choix de choisir cette vie ou pas. Il m'a jamais forcé de rester à ses côtés non plus. Il m'a toujours dit, si tu veux faire des études, si tu veux retourner en Belgique, enfin voilà. Donc c'est un choix que j'ai fait par amour, mais au jour d'aujourd'hui que je regrette pas du tout. Du coup, non, vous avez l'air super heureux. Tous les quatre, je peux le dire, tu viens d'accoucher d'une petite fille. Oui. Tu es magnifique, resplendissante. On dirait pas que tu viens d'accoucher il y a 4 mois, mais si. Oui. Donc la famille s'agrandit et j'en profite pour parler un peu de famille avant de finir avec des petites questions qui m'ont été posées par la communauté. La place de la famille pour vous. Tu m'as dit en off que si ça tenait qu'à lui, il aurait eu des bébés bien plus tôt. Oui, déjà parce que dans le monde du foot, les joueurs de foot ont des enfants très tôt. Pourquoi ? Parce que je pense que, en fait, dans la vie en général, on se pose souvent la question enfant une fois qu'on a une stabilité. Dans le foot, vu qu'ils ont très vite l'argent, ils se posent moins cette question-là, je pense. C'est facile, c'est les moments les plus faciles où tu peux avoir une école privée, une nanny ou des choses comme ça aussi. Donc, je pense ça se met vite là-dedans. Alors, moi, je savais que lui voulait des enfants. Très vite, il en a parlé. C'était une évidence. Par contre, mariage, il le te sent plus. Et moi, ça, c'était mon point d'honneur. Je n'aurai pas d'enfant tant que je ne suis pas mariée. T'es croyante ? Oui. Oui, je ne viens pas d'une famille très croyante. Lui, oui, très très croyante. Donc déjà, il fallait la bénédiction aussi de sa famille. Enfin, chez lui, c'est très 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 croyant. Mais moi, oui, je suis croyante et je pense que c'était aussi une de mes convictions. Par contre, ça qui vient de ma maman, en fait, le mariage, c'est déjà une étape. Et puis il y a les enfants. Et sans jugement pour les gens qui font autrement, parce que je trouve que chacun doit faire comme il le sent. Mais moi, surtout dans ce monde, en fait, je me disais, Coco, tu veux un enfant là, à 21 ans, mais si après tu pars avec une pin-up, c'est vrai que j'avais un peu cette peur de me dire, attends, tu veux vite des enfants, mais faut les assumer aussi. Et je vais pas mentir, moi, j'étais pas prête. Je le sentais que j'ai toujours voulu être maman. Ça, c'était, je l'ai senti très très tôt. Par contre,
très jeune, très vite. Ma sœur a été maman, en fait, très vite, à 23 ans. Et moi, j'avais du coup 21 ans. Ouais. Et en fait, sa fille a été ma fille, je suis marraine. Ça a été mon petit rayon de soleil. Mais sauf que du coup, très vite, ça m'a permis aussi de voir, c'est pas tout rose. Et ça m'a d'autant plus, j'étais là, mais on va profiter un peu. Et je suis très, très heureuse de ne pas avoir fait comme beaucoup dans le foot et de pas faire vite. Ça, Gabriel, tu l'as eu, t'avais quel âge? 29 ans. Oui. 28 ans. 28 bon, ans, ouais. On n'a malheureusement pas le temps de parler de ton parcours de maternité, mais en 2 mots, tu as eu un parcours aussi compliqué, ce qui a peut-être aussi repoussé un peu l'âge à laquelle tu as eu ton premier bébé. On a essayé, je dirais, d'avoir des enfants vraiment au moment du mariage, allez, pas avant 2017. Je me suis dit, ok, on se lance, etc. Ça a mis du temps. Et du coup, on a fait un parcours PMA, comme on a dit, on n'en parlera pas maintenant tout de suite parce que c'est très très long, oui, même si je suis très ouverte à parler de ça. Mais c'est vrai que ça a été un parcours du combattant, pas facile, mental, émotionnel, physique, mais ça a retardé effectivement l'arrivée de mon petit Gabriel parce qu'il est venu, du coup, si je me trompe pas, marié 2017, il est venu en 2020, donc 3 ans après. J'envoie Manon chez une de mes collègues podcasteuses parce que je pense que son histoire vaut la peine d'être racontée. Si ça se fait pas pour X raison, je réinviterai Manon et on parlera de ton parcours. C'est une histoire qui mérite vraiment d'être entendue. Oui, j'ai 2 petits miracles. Ouais, 2 petits miracles. Voilà, parce que la deuxième aussi, du coup, c'est ça. Et donc, c'est 2 petits miracles que j'ai eu petite Léa. Grâce à ça. Voilà, petite Léa. On a une Léa en commun. On a une Léa en commun. Oui, mais j'adorais le prénom Léa de toi. C'est le prénom de ma grand-mère. Moi, j'ai pas. C'est mon 3e prénom. C'est le prénom de ma grand-mère. Moi, c'est transmission. Transgénérationnelle, quoi. Ouais. On a vraiment ça, ce côté famille, au fond de soi. Ouais. Donc, famille, le socle. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir mère ? Alors beaucoup, parce que du coup c'était fini la vie de on pense qu'à nous deux, c'était vraiment un accomplissement pour nous, d'autant plus comme je dis avec ce parcours, ça nous a consolidé encore plus. En fait c'est ça qui est beau, c'est que je trouve le foot nous avait déjà beaucoup, il y avait beaucoup d'étapes, beaucoup de up and down, et puis en fait on se retrouve de nouveau face à un up and down de la maternité. Et là ça m'a, comme je disais, je pense que le mariage lui il a eu besoin de voir que j'étais ok s'il avait pas, plus d'argent, s'il avait de l'argent, peu importe, je serais avec lui. Et moi, c'est à travers ça que je me suis dit, en fait, ouais, c'est lui que je veux comme papa parce que, non, je pleure pas, je vais pleurer. Parce que quand tu vis des choses comme ça, avoir quelqu'un qui te voit pour qui t'es, qui te soutient, c'est main dans la main en fait. Et c'est un choix d'avoir un enfant à ce moment-là où il y a pas le glamour, il y a plus le glamour de la pilule, surprise, etc. Moi, c'était mon rêve, la maternité comme ça, de pouvoir lui annoncer, tiens, regarde, j'ai fait un test de grossesse, je suis enceinte. Il y a un deuil à faire là-dedans. Et le deuil, il était dur. Pour moi, il était très, très dur. Surtout que j'ai une sœur à côté qui fait atchoum et elle tombe enceinte. Qui est d'ailleurs doula. Doula, ouais. Je mettrai ses coordonnées parce qu'elle est exceptionnelle. Une magnifique doula qui d'ailleurs a accouché avec moi, je le dis clairement, pour ma fille. Donc, je la conseille plus. Non, c'était mon parcours et je savais que je devais le vivre comme ça. Mais c'est vrai que d'avoir eu Dédric à côté de moi, en fait, je me suis dit, avant même qu'il soit papa, c'est déjà un papa. Mine de rien, dans cette maternité-là, ouais, il l'était déjà. Et ça a été magnifique pour moi de devenir maman parce que j'ai vraiment eu ce côté-là où je me suis dit, on est soudés et je sais en fait que du coup tout ira bien, peu importe ce qu'on va vivre. Et c'était pas facile d'ailleurs parce que je suis devenue maman et j'avais plein de grands rêves comme beaucoup. Hein, on va devenir maman, mon enfant serait comme ça, comme ci, comme ça. J'ai eu un petit garçon qui est très intense, qui a un caractère incroyable, mais qui est une petite boule de feu. Mais sauf que je l'ai eu au moment Covid, 2 semaines après mon accouchement Covid, dans une ville que je ne connaissais pas. Je venais à Berlin. Ah oui. Et donc, je connais rien, je peux rien faire. Moi, je m'étais dit, j'allais aller à des cours avec mon enfant, et là, rien du tout fermé. Donc, de nouveau, un fameux challenge. Et je dirais que la maternité m'a apporté une chose que je pensais pas, c'est que quand je suis devenue maman, ça m'a comblée. Et en même temps, ça m'a challengée parce que je me suis retrouvée face à un vide où je me suis dit, en fait, toutes ces années-là, j'ai pensé qu'avoir un enfant, finalement, je trouverais qui je suis. Et en fait, ça m'a fait tout l'inverse. Je me suis dit, mais putain, Manon, t'es qui ?
t'es maman, t'es femme de maintenant, mais maintenant t'es qui en fait? Et moi, ça m'a beaucoup bouleversée là-dedans, la maternité. C'est de se dire, on se donne corps et âme à des petits bouts, mais là-dedans, en fait, on doit continuer à se trouver. Nous, en tant que femmes, moi, je me suis trop donné, je dirais même à ma maternité. J'ai eu un petit burn-out même au début, etc. où je savais plus qui j'étais. Et en fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'ai été la femme d'eux, et puis je devenais la maman d'eux, et comme ça me définissait pas du tout. Je crois qu'il y a vraiment un truc à l'intérieur de moi, une voix qui s'est mise un peu à crier de non, Manon, maintenant il y a un moment, ça va devoir être toi là-dedans, quoi. Donc c'est un beau cadeau la maternité. On dit souvent ça te renvoie à toi-même sur ce que tu dois apprendre, et j'y crois très fort. C'est très beau ce que tu dis, c'est très vrai. Ouais. C'est la maternité. Ouais. Un bazar. Mais avec ses joies et ses peines. Ouais. Alors, j'ai des petites questions vraiment liées au statut de WAGS. Je sais pas si tu trouves ça insultant. Alors, je le trouvais à l'époque et maintenant, non. Okay. Je trouve ça plus rigolo qu'autre chose. Parce que c'est vraiment un terme créé. Oui, c'est créé de toutes pièces et en soi, ça veut rien dire du tout. Parce que c'est pour les athlètes en général. Oui, wax, c'est pour les athlètes. Ouais. Mais bon, ce qui est marrant, c'est que c'est très utilisé dans le foot. Par exemple, t'entends pas une wax pour un tennisman. Si. Oui, mais pas. Mais non, on l'entend. Oui. Morgan Riddle, c'est. C'est vrai. Ouais. On dit wax aussi. Lorenz, elles disent WAGS. Elles s'autodisent Elles WAGS. s'auto. Ouais. Oh là là. Elles veulent le statut maintenant, elles le veulent. Bah, peut-être qu'en fait, le statut à l'américaine, oui, je pense qu'il est à l'américaine, très très fort. Et à l'américaine, c'est très... comment dire en anglais, c'est own it. Eux, c'est genre, je suis une wax, ok, c'est comme ça, etc. Moi, là, j'aimais pas parce que c'était péjoratif en Angleterre. Ah ouais. Ouais, c'était wax, c'était égal à gold digger en Angleterre. Ah oui. Donc ça, j'aimais pas. Justement, c'était une des questions de la communauté. Comment être financièrement indépendante malgré être la femme de... Question très dure. On a parlé de l'argent dans le couple. Hein. Je dirais, alors, je vais pas mentir, j'en connais pas énormément de femmes qui sont indépendantes dans ce milieu-là. Pourquoi ? Parce que, comme je dis, c'est souvent très tôt. Je parle là des gens qui se sont trouvés très tôt, mariés très tôt dans ce monde-là, etc. Sauf si tu es mannequin, instagrammeuse, actrice, parce que j'en connais. Alors là, c'est différent parce que très tôt, ils ont déjà leur métier et c'est des métiers qui font qu'ils voyagent beaucoup aussi. Par exemple, Instagrammeuse, moi, beaucoup, j'y ai pensé à des moments d'être... Allez, sur papier, t'as tous les critères. Ouais, mais je n'avais pas la confiance qu'il fallait pour. Souvent, je me disais, j'avais pas envie. Donc, j'aimais beaucoup la mode et je voulais lancer des Instagram par rapport à la mode. Je voulais donner des astuces, comment s'habiller, des petits make-up quickly, des choses comme ça, etc. Et en fait, à chaque fois que je me lançais, je refermais ma page en privé très vite parce que le truc, c'est que je me disais, je n'ai pas envie qu'on pense que je fais ça parce que mon mari est footballeur. Et pour moi, c'est quelque chose qui était trop important dans mes valeurs. C'est que si je fais quelque chose, je veux que ce soit moi et moi-même. Est-ce que j'avais raison ou pas ? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Il est important. Mais voilà, c'est ça. Parce qu'en soi, t'es hyper, je trouve, péjoratif par rapport à toi, ou difficile, critique. Oui. Parce qu'en fait, t'es femme de, fine, c'est un fact. Ok, j'ai épousé un footballeur. Bon. Moi, quand je t'écoute, maintenant, et le podcast, je pense que c'est un bon biais pour ça, c'est tellement autre chose. Tu vois ? Voilà. Mais c'est ça que je pense que comme je dis, il n'y a pas de mauvais timing. À l'époque, je pense que j'étais jeune, j'avais pas trop confiance en moi-même aussi, parce que le physique, j'aurais pas supporté, je pense, avoir des critiques aussi, parce que ça vient des fois des critiques. J'en ai vu, hein, des fois où on prenait des photos de nous dans la rue, et puis t'as des fans, ils t'écrivent en dessous, oh mon Dieu, avec autant d'argent, j'aurais cru qu'il aurait pris quelqu'un de plus belle, tu vois, des trucs comme ça, et t'être là, genre... Merci. C'est dur, ça t'a touché ? Ouais, je vais pas mentir, oui, je pense à l'époque, oui. Après, bon, t'apprends vite que dans le foot, les critiques, en fait, c'est des pauvres gens tristes derrière leurs petits écrans à être fans. Sorry, mais c'est très péjoratif de dire ça. Il y a des fans super, mais il y a des fans, c'est toute leur vie, ils sont tatoués le club, etc. Et c'est, du coup, je vis foot, mais je pense être même mieux que le footballeur, tu vois, ça va être, il aurait dû jouer comme ça, tu joues pas, t'es là avec ton bite de bière, tu ne joues pas, tu es sur ton sofa. Donc ça, je dirais ouais, mais je pense que voilà, c'est quelque chose, ça m'a atteint des moments sur mon physique, ouais. Et vu que j'avais pas trop confiance en moi, ça a pris du temps pour moi de vraiment me sentir mieux dans ma peau et comme tu dis, c'est aussi de se dire, ouais, je suis femme de, et c'est ok en fait. Au jour d'aujourd'hui, j'accepte beaucoup plus, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis ravie de faire ce podcast. Parce que je t'encourage, franchement, je t'encourage. Ah, pareil, vraiment. C'est horrible de faire une face cam. Je suis la première, je dis. Oui. C'est horrible, ce n'est pas naturel pour moi. Mais en fait,
une fois que tu le fais, bah écoute, fine, ça va. Ouais, Personne ouais. n'est mort. En fait, les gens, ils s'en foutent. Oui. Et souvent, en plus, j'entends, t'as beaucoup plus de trucs positifs que négatifs au final, où tu dis, ah, je pensais pas que ça allait avoir cet effet-là. Et moi, je me dis, ça peut peut-être aussi aider à dépasser justement des peurs comme ça. N'importe qui nous entend aujourd'hui, qui hésite, faites-le. Oui. Franchement, faites-le. Mais par rapport au financier, du coup, je dirais que c'est difficile, mais un conseil que je donnerais vraiment, par contre, si on se retrouve là-dedans, c'est de très vite essayer de... Alors, il y a un gros challenge, oui, qui on est, à travers, qui ceci, mais en fait, de vite laisser tomber ce côté-là et de se dire, OK, en fait, l'argent, c'est quand même important pour soi-même, mais pour son ego et sa propre valeur. Moi, par exemple, ça paraît stupide, mais comme je dis, j'ai travaillé à la piscine de mon père en tant que caissière. Est-ce que c'est ce que je voulais faire? Pas du tout. Ça m'amusait, mais c'était ma fierté personnelle. Donc, je pense qu'en fait, c'était vraiment nécessaire pour un épanouissement. Et donc, c'est le conseil, c'est faites. Peu importe, il n'y a pas de mauvais. J'ai fait des formations, je les regrette pas, parce que je suis formée à plein de choses. Je suis formée au fleur de bac, à la gémothérapie, je suis formée en thérapie, j'ai fait. Il y a rien que tu peux regretter. Et le financier, je pense, c'est important, mais il y a moyen de le faire aussi via. Ne pas non plus trop se dire il faut que j'ai de l'argent, parce que le problème c'est que c'est peut-être des années exceptionnelles aussi qu'on vit. Et pour moi, je suis contente de pas avoir mis trop la pression là-dessus, parce que par exemple, si j'avais un boulot de travailler vraiment comme les gens toute la semaine, etc. Quand lui a des jours de congé, on sait jamais à l'avance, donc c'est 3 jours comme ça qui tombent. On a pu voyager dernière minute. Enfin, c'était vraiment la veille, on était là, on va à Dubaï, on va à Dubaï. Enfin, des trucs que j'aurais pas pu faire si j'avais un boulot stable. Et sur ça, je regrette pas. Parce que oui, c'est difficilement compatible. Voilà, c'est la réponse que beaucoup de femmes de jour donnent. On se rend pas compte, mais en fait, si tu as un boulot plein temps, même l'heure congé, par exemple, si tu es à l'école, l'heure congé, c'est toujours le mois de juin. Donc toi, tu es en plein examen. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas juillet, il n'y a pas août, il n'y a pas décembre. C'est ce moment-là. Donc, c'est pas facilement compatible. Toi, quand tu as tes week-ends, en fait, c'est là où lui, tu le vois pas. Et là où tu le verrais la semaine, c'est là où tu travaillerais. Donc, c'est difficilement compatible. C'est pour ça que je dis, j'en connais peu qui ont finalement travaillé toute la carrière. Donc, Tu as souffert de solitude? Oui, beaucoup. Très, très, très fort. En tant que maman aussi? Tu nous as parlé des périodes de Covid, mais... Ouais, encore plus en tant que maman, oui, mais je souffrais déjà de solitude à l'époque. Alors de voir déjà mes copines sortir, s'amuser, vivre une jeunesse, quand moi, en fait, j'avais l'impression d'être déjà mère au foyer, même si je n'étais pas maman, très tôt, ça m'a quand même un peu fait quelque chose, mais ma famille me manquait. Je suis très famille. Ma sœur, c'est comme ma meilleure amie. Mon frère, comme je dis, on est très proches. Ouais, pas les avoir, c'est dur, quoi. Tu te lèves chaque matin, t'as ta petite routine. Comme je dis, s'habituer à une nouvelle langue chaque fois, ou s'habituer à un nouveau pays, et trouver des routines. Souvent, en fait, même, j'allais prendre un café, c'est seul, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'avant de te faire des copines, ça prend du temps. J'en ai fait, hein. À Glasgow, par exemple, j'ai créé un groupe de copines. Au jour d'aujourd'hui, on est encore super amis. On se voit, j'étais à Dubaï avec elle, là. C'est incroyable. Mais c'est en sachant aussi que c'est des copines que tu ne verras plus après tous les jours aussi, parce qu'on vient pas des mêmes pays. Donc, la solitude, c'est le plus pesant. Les femmes de jour, souvent, moi, je l'ai déjà dit, je pense qu'il manque crucialement un truc, c'est un réseau. Pour les femmes de joueurs. Maintenant, c'est pas facile parce que du coup, on habite toutes un peu partout. Mais je pense même pour se déposer. C'est une idée que j'ai. Mais c'est une très bonne idée. Ouais, c'est une idée qui peut-être éclorera un jour. Disons les WAGs. Voilà. Le WAGs Club, ça y est. Voilà, non, mais je me dis, même via Zoom, on s'en fout, mais de pouvoir déposer, parce qu'en fait, la solitude, c'est quelque chose... Moi, je suis dans cette ville-là qui est là, toi, t'es femme de, je sais pas, de tennisman, Et des fois, on pourrait peut-être même connecter dans des villes, du coup, en tout cas, je pense que c'est ce qui manque, et oui, la solitude, c'est pesant. Parce qu'en plus, on peut pas toujours l'exprimer à notre partenaire, parce que des fois, il vit des choses très dures, donc il vient de se faire opérer du genou, par exemple. Lui est en plein questionnement sur sa carrière, c'est pas le moment de commencer à venir avec tes problèmes perso. Le mood de la maison est très mauvais. En général, c'est tu mords sur ta chic, et c'est à ce moment-là que t'es la championne. On sort, on rigole, allez, on essaie de faire en sorte que ça aille, etc. Donc, ça, c'est pas facile. Mais... T'as une routine pour antidépression quand t'arrives dans une ville que tu connais pas, genre te lever tôt, faire ton workout, aller prendre ton café, je sais pas, des petits gestes qui font que
En fait, tu passes pas la journée au lit. Alors, un apprentissage, donc je passais ma journée au lit Ouais, à j'imagine, Manchester. honnêtement, j'imagine. Ouais, c'est comme ça que j'ai appris le mieux l'anglais, c'est parce que j'ai regardé Série. Friends en J'adore. entier du Chaque début à la année, je le regarde. Chaque année, on regarde toutes les Voilà, séries. et moi, du coup, J'adore. je m'étais dit, bon, bah, vu que j'ai que ça à faire, je vais mettre en Ouais. anglais, sous-titres anglais, et j'ai vraiment appris l'anglais comme Ouais. ça. Mais en fait, non, moi, je dirais le plus vite dans ces mondes-là, c'est de ne pas s'enfermer. C'est très vite sortir, très vite se dire, OK, c'est peut-être pas ta meilleure amie, mais c'est quand même une amie. Parce que ça aussi, aller boire un café avec quelqu'un, c'est précieux. Et ça doit pas être ta meilleure amie, ça doit pas être ta sœur. Ça fait juste du bien d'être entre femmes des fois. Et des fois, c'est aussi connecter à quelqu'un d'autre, d'un autre horizon, etc. Donc moi, je dirais que là où j'ai commencé à essayer de plus faire, c'est sortir. Sortir. C'est pas rester à l'intérieur, justement. Pas être concentré sur ce qui se passe d'où tu viens. Parce que oui, tu rates tous les anniversaires des gens, des naissances, ouais, moi, surtout Covid avec mon fils, j'ai raté tout. Tout. Et là, c'est dur, mais en même temps, c'est de te dire, pour l'instant, ma vie est ici. Donc, si je me concentre sur tout ce qui se passe tout le temps à l'extérieur, on s'en sort pas. C'est vrai. Donc, moi, c'est trouver des petits cafés. Ouais. Trouver des cafés sympas, j'adore. Je suis Ouais. une grande fan de notebooks et de carnets. Donc, moi, c'est aller acheter des petits carnets, des bics, noter des trucs. C'est ça. Après, quand t'as des enfants, je vais pas mentir, ça aide. Plein de jeux, plein de jeux. Ça donne un goal. Mais moi, ce que je veux dire, c'est souvent, avec les enfants, parfois, on tourne en boucle. Par exemple, les vacances de Noël, parfois, t'as des gosses qui sont à l'intérieur. Tu te dis, moi, j'ai besoin de sortir. Oui, que, je suis pareil. Qui vent, qui neige, bam, tu les habilles. Oui, tout le monde on y dehors. va. Voilà. Et je crois que c'est un bon tip ce qu'on m'a donné et je le recommande parce que je suis d'accord. ça aère tout le monde. Voilà. Ça calme la maison parce que sinon. Non, mais je suis d'accord. Mais je dirais que du coup, même sans enfant, c'est quand même le conseil que je donnerais. Fais-toi jolie. Oui, je pense aussi ça ferait. Parce que ça, c'est quelque chose où. Pas forcément se maquiller, mais en tout cas, prends une douche. Non, on s'en fout. Fais-toi jolie, ce que ça veut dire pour toi. Voilà. Si c'est de laver les cheveux et qu'ils soient pas gras, c'est tant mieux. Si c'est de mettre un beau vêtement, etc. Parce que moi, j'allais souvent, du coup, prendre des cafés seuls. Et en fait, souvent, je m'en fous, je vais juste aller en training et tout. Mais non, parce que ça décrit le mood de ta journée. Alors qu'en fait, dès que le matin, je me pimpais un peu, j'étais là, tu passes devant un miroir, t'es là, genre, pas mal aujourd'hui. Mais directement, je trouve dehors, t'as plus envie de rester aussi dehors. Et c'est comme ça, d'ailleurs, j'ai rencontré des gens, des fois, dans des cafés, des choses comme ça. Donc oui, je pense que c'est pas justement rester dans ce... C'est dur à dire, mais en fait, quand on est dans la dépression, le plus dur, c'est d'en sortir. Mais justement, sortir, en sortir, je pense que c'est lié. C'est un très bon conseil. Donc, on a parlé de la solitude. Est-ce que tu as déjà eu honte face à la société? Tu as eu honte de dire « je suis femme de ». Ah oui. Surtout bizarrement, face aux gens avec qui j'étais à l'école. Ah ouais? Ouais. Parce que tout le monde faisait des études Et en plus, comme par hasard, beaucoup faisaient des études, médecin, machin. Et toi, t'es là genre, moi, ce matin, je me suis levée, j'ai fait un porridge. Ensuite, on a été se balader, et voilà. Non, c'est vrai que j'ai eu beaucoup ce truc de... tu fais rien, t'es nul, en boucle. Après, je crois qu'il y avait ma petite voix, mais tu le sens des gens, en fait. C'est ça qui est horrible, c'est que les gens te le disent pas en face, mais tu le sens. Après, j'ai aussi déjà entendu, donc ça n'était pas non plus. Comme je dis, j'ai eu très vite les trucs de, ouais, de toute façon, elle se plaint de quoi, elle a de l'argent, enfin, de toute façon, on peut pas comprendre, hein, les problèmes d'argent. C'est des trucs où, tu sais, t'es là, genre, mais en fait, si, je reste humain et je peux comprendre, et puis même si on vit pas la même chose, voilà, je peux papoter plein de sujets, je suis intéressante. Et je pense que c'est pour ça, comme là tout à l'heure, je disais, j'ai un peu menti aussi à des moments de dire... comme j'aime bien, par exemple, tout ce qui est psychologie, pendant un moment, j'avais repris des études de psychologie à distance finalement à un moment donné. J'ai pas été jusqu'au bout parce que j'ai trouvé ça trop compliqué de faire à distance, mais j'ai quand même fait 2 ans. Et à ce moment-là, je me souviens que c'est ce que je disais aux gens. Je disais, je suis psychologue. Les gens étaient là genre, non, tu l'es pas. Je suis là, non, mais je suis à le devenir, quoi. Enfin, et en fait, j'avais l'impression de tout le temps devoir comme trouver un truc pour dire, les gars, je suis intéressante. En fait, je suis pas juste femme de, ou c'est pas, je fais rien. Mais j'ai fait vraiment, j'ai travaillé avec des coachs, j'ai déjà été voir des psys moi-même et tout ça. Et ma maman m'a beaucoup aidée là-dessus aussi. C'était souvent, j'ai dû faire un travail parce que ça sortait tout seul à un moment donné de ma réponse était tu fais quoi? Rien. Il y a un moment où carrément j'en étais venue à ça de me dire bah voilà, si on doit me juger, on me jugera et je vais répondre rien. Mais qui est hyper péjoratif parce que c'est faux, tu ne fais pas rien. Et donc ma mère m'a beaucoup aidée là-dessus aussi de me dire non Manon. Tu as de la valeur. Ouais, et ta réponse c'est j'accompagne quelqu'un dans son monde sportif. C'est tout autant important. Honorable, parce que voilà, sans toi, où il en serait, on n'en sait rien aussi. Pas pour dire qu'il serait pas là où il est, mais je pense que... Mais c'est vrai, hein. Même les entrepreneurs, souvent, ils disent oui, j'entreprends et tout. Oui. Ok, mais tu as quelqu'un qui t'accompagne, qui fait. Voilà. Parce que, tu vois,
ce que d'accueillir toi tu avec un fais pas repas. derrière, Voilà. ben la personne le fait. Comme je dis, il a eu beaucoup Et beaucoup d'hommes le font, et de les femmes sont à la oui. maison, élèvent les enfants. Quand il s'est pas bougé parce que justement il a une blessure, il ne bougeait plus Mm. du fauteuil. Mm. Toi qui fais tout, tu deviens infirmière carrément. Non, je rigole. Mais Une casquette oui, en plus. c'est là-dedans. Mais donc Non, oui, c'est j'en vrai. ai quand même souffert de ce titre et c'était, en tout cas à ce moment-là, je le vivais pas bien. C'est vrai que je le vivais pas bien de ce côté, comme si en fait on savait qui j'étais avant même que je puisse expliquer qui je suis. Mm. Ça, j'ai trouvé ça Mm. dur. Je comprends. On dit que les WAG sont superficielles, matérialistes, et qu'elles ne pensent qu'à l'apparence physique. Bon, Ça se voit pas. tu es la preuve, j'ai envie de dire, tu es la preuve que non. Ben oui, enfin certains diraient oui parce que j'aime Oui. la mode et que j'aime le maquillage et tout ça. Alors, je dirais que ça dépend qui. Dans le sens où, de nouveau, des femmes qui ont limite vendu leur âme pour être avec un footballeur, si c'est avec elle que tu échanges, oui, souvent c'est ce que tu auras comme vibe. Quelqu'un qui est assez superficiel. Et encore, moi j'aime pas penser ça parce que je pense que même derrière quelqu'un qui serait prêt à tout pour être femme de footballeur ou quoi que ce soit, ça veut pas dire que t'es pas intéressante pour autant. Maintenant, je pense que c'est un monde superficiel en fait. On va pas mentir. C'est comme quand on dit Dubaï est superficiel. Oui, ça a été créé de toutes pièces. Le football, à la base, n'était pas ça. Le football est un sport. C'en est devenu quelque chose de très très autour de l'argent, parce qu'il y a de l'argent qui a commencé à être généré. Enfin voilà, c'est des sommes clairement qu'on ne gagne pas dans des métiers plus basiques. Et en fait, le truc c'est que c'est pour ça que j'aime pas trop dire ce truc. Ouais, ou c'est bling bling, matérialiste, machin, etc. Oui, mais ça l'est parce qu'on vit dans un monde où aussi on peut se permettre. Si maintenant tout le monde avait le même argent, j'aimerais bien voir. Ma sœur, elle me disait souvent ça. Elle dit, mais t'es en train de réfléchir à... Il y a des fêtes de famille où j'allais, où je me disais, je vais pas porter tel bijou, mieux vaut pas que j'ai un sac à main de marque, ou tu vois, Oui. pour paraître normal. Oui. Et c'est souvent ma sœur qui m'aidait là-dedans en disant, mais putain, les gens là... Ils tueraient pour avoir ça. Parce qu'en fait, souvent, c'est soit de la jalousie, soit, OK, on te juge, mais si tout le monde a cet argent, je suis pas sûre que tout le monde donnerait à une association tout l'argent et se dirait, non, moi, je m'habille toujours que chez Carrefour et c'est tout. Non, c'est faux. Maintenant, voilà, il y a des gens, ce sera plus les sacs, des gens plus les... Ça peut être surtout. Mais je pense que c'est un monde mal jugé aussi. Parce qu'on voit seulement ce qu'on voit de l'extérieur, même sur les footballeurs. Ils arrivent en grosse voiture parce que ça arrive souvent pour les Diables Rouges. Ils adorent faire ça, c'est photographier les joueurs qui sortent des voitures quand ils arrivent et ils sont tous un peu sapés, etc. Ils aiment bien. Ça, c'est une photo que tu vois. C'est pas sa vie. Donc, c'est pas lié non plus. Tu les vois les 3/4 du temps chez eux. En général, ils sont en training Nike, en pantoufles. Ils se lèvent comme toi le matin. Ouais, même c'est peut-être ça. le matin. Ouais. Voilà, je pense que de l'extérieur, oui. Et oui, c'est un monde quand même avec beaucoup d'argent. Donc, voilà. Ce serait nier de dire qu'il n'y a pas un côté quand même un peu superficiel, mais en même temps, pour moi, je trouve que tout dépend de ce que t'entends aussi par superficiel. Superficiel n'est pas négatif toujours non plus. Enfin, des faux cils, comme on disait là tout à l'heure, faire des faux ongles, si ça, moi, j'aime bien parce que j'ai l'impression d'être plus jolie. Est-ce que c'est pour ça que je suis superficielle? Oui, il faut définir superficiel. Voilà. Je suis d'accord. Donc, dernière voilà. question par rapport au WAGS. Désolée, je... T'inquiète, pas de souci. Est-ce que tu as ressenti de la rivalité avec d'autres femmes? Je veux dire des femmes de footballeurs, bon, voilà, pour votre statut, mais aussi des petites minettes qui veulent chipper ta place. Oui. Est-ce qu'il y a de la jalousie dans le foot ou dans votre couple? Oui. Alors, bon, moi, j'étais une jalouse de base. J'ai dû abandonner la jalousie. Je ne demande même pas le nombre de DM qu'il doit recevoir par jour. Oui. Tu vois ça, c'était le plus dur. Surtout à Manchester City et Écosse, parce que c'est vraiment les endroits où le foot est, comme je dis, tellement, enfin, voilà, prêt à tout pour, voilà. C'est dur en fait de te dire que parce que la confiance ça se travaille dans un couple. Je pense que c'est quelque chose qui on va pas se mentir, n'importe qui se met en couple du jour au lendemain, dire je fais confiance à 100%, moi personnellement j'y crois pas trop parce que ça se travaille, c'est quelque chose l'autre va te voir te montrer qui il est et que tu peux lui faire confiance aussi. Donc c'est vrai que de rentrer dans un monde comme ça et de voir que tu as des filles qui envoient des nudes ou font comprendre si ta meuf est pas là, je peux venir.
C'est un challenge. Après, le truc, c'est que je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est que je connais Dédric depuis tellement longtemps. Je sais vraiment la personne qu'il est. Après, on n'est jamais à l'abri de rien. Je dis pas le contraire, mais moi, j'essayais vraiment de me raccrocher à ça, de me dire, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bon, et il sait ce qu'il a aussi à la maison. Maintenant, clairement, ça ramène des petites tensions des fois. Et de la jalousie, ça oui, clairement. J'ai souvent, comme je dis, c'est surtout plus en Angleterre, etc. Mais même en boîte, quand on revenait en Belgique, je me souviens à l'époque, je sortais avec lui en boîte. Le regard, en fait, des filles, c'est dur. Parce qu'en fait, on voit qu'ils savent qui t'es. Et de sentir le fait que toi, en gros, on attend juste que tu te casses, c'est très chaud, quoi. C'est, de voir un peu ton homme comme un bout de viande, t'es là, genre, je suis là, les amis, tu vois. Oui. Mais tout comme quand tu sors en boîte en Angleterre, par exemple, des choses comme ça, souvent, les femmes de joueurs, en fait, donc, moi, j'étais avec Dédric, et t'auras les potes, par exemple, de Dédric, qui vont dire à des filles, genre, venez, etc. Mais te considère comme de la merde directement, hein. Genre, tu sais, pousse-toi, quoi. Limite, elle t'éjecterait de la table si elle pouvait, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui ont ramené quand même des tensions au sein de... C'était dur parce que moi, chaque fois, j'étais là, mais les gars, non, en fait, moi, je suis là depuis longtemps. Tous les jours, tu dois revendiquer ta place. Voilà, être là, genre, non, c'est moi, voilà. Mais ce qui est très, très sain, c'est le fait que Dédric ne m'a jamais mis dans des positions où je me suis sentie comme si je devais me battre pour ma place ou que j'étais en rivalité avec d'autres. Là, non. C'est plus moi et moi-même. Ma jalousie, clairement, quand tu vois un DM avec un nude, t'es quand même à te dire, bon, meuf, voilà, hein. Faut se calmer. Faut peut-être se calmer là tout de suite. Mais voilà, mais ça vient avec le truc, et je pense qu'il n'y a pas un footballeur qui n'a pas reçu des DM ou des choses comme ça. Ça vient avec. Et je crois qu'aussi les footballeurs, ils ont un ego. Enfin, je parle pas de ton époux évidemment. Oui. Mais et que moi j'ai fréquenté dans ma jeunesse des footballeurs. Et ils ont un ego à n'est-il pas qu'ils reviennent parfois à la charge comme ça? T'es là, mais mec, enfin, tu vois, t'as ta famille, j'ai la mienne. À quel moment tu penses que je suis encore open? Je crois que c'est une espèce d'ego de dire tu m'appartiens toujours un peu. Ou, oui, et parce que comme faut savoir un truc, l'argent vient très jeune, très tôt. Ah oui, Le truc, c'est que très vite les gens les traitent du coup d'une façon où tout est accessible. Parce que c'est vrai, quand t'as de l'argent, tout est accessible. Tu vas chez le garagiste, on doit se remplacer les pneus, carrément le gars va te dire c'est gratuit, t'inquiète, c'est pour moi. Tu vois, or que qui en a plus besoin? Quelqu'un qui a un petit job, pas quelqu'un qui gagne. Mais non, en fait, c'est comme ça qu'ils sont traités partout. Ils arrivent dans un hôtel, on reconnaît ton nom, tu vas même en vacances. Souvent, dans les hôtels, ce qu'ils font, les gens, ils googlent les noms de famille pour voir un peu qui ils reçoivent, etc. Donc, tu sais comment t'es reçu en fonction d'eux. Et en fait, je pense que comme ils sont toujours traités comme ça, c'est le problème, c'est que il y a un ego qui commence à être gonflé, mais l'ego aussi, du coup, j'ai qui je veux comme meuf. Ce que tu racontes là, c'est clairement quelque chose comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup aussi de joueurs de foot qui font même voyager des meufs, des States. Hein. Genre, elle est belle celle-là, je vais la DM, peut-être si elle veut voyager, et ça se passe comme ça. Donc, à partir du moment où, on va dire, on ne leur dit pas souvent non, c'est ce qu'ils enregistrent, et je pense que aussi, il y a beaucoup de joueurs de foot. Après, il y a plein de joueurs de foot. On a quasi que des amis joueurs de foot. Il y en a qui sont vraiment exceptionnels, qui n'ont pas cet ego démesuré, etc. Mais je pense que très vite, ta propre famille aussi te considère comme sur un peu des piédestals. Et ça gonfle aussi l'ego de l'homme. Et je pense que c'est toutes ces choses-là qui font que petit à petit, ils sont un peu, tu vois, je veux une meuf, je l'ai, je reviens à la charge, tu vois. Oui, en plus, c'était chouette, tu vois, c'était vraiment pas, je pense vraiment pas, c'est des gens méchants. Non! Ils sont dans un mécanisme où, en fait, tu vois, c'est limite. C'est un fonctionnement. Ouais, un fonctionnement. Un fonctionnement. C'est ce qui n'est, et plus c'est inaccessible, des fois, plus c'est sympa, voilà. Mais ça, oui, ça, c'est le côté, du coup, des hommes. Et comme je dis, le truc, c'est quand tu reçois, il y a des mecs, du coup, qui ont fait des beaucoup plus grosses carrières que même mon mari. Ces mecs-là, je ne veux même pas imaginer combien de messages ils reçoivent. Mais donc, la tromperie, elle est là, elle est en un clic. C'est pas comme un homme qui, tu vois, doit sortir en boîte et lui-même aller draguer. Là, c'est vraiment, genre, tu sais, tu répondrais juste au message, la meuf débarque, quoi. Même tu vois le message, elle est là. Oui, c'est ça. Genre, j'ouvre le message, j'ai déjà un nude, j'ai même rien demandé, je vois déjà du porno, en fait. Ça va être un truc, ça va être... Ouais, et ça, c'est challengeant, comme je dis, surtout à l'époque, j'avais pas confiance en moi du tout, donc ça, c'est challengeant. Il s'agit d'avoir quelqu'un à côté de toi de solide. Après, je pense qu'on sait aussi avec qui on se met en couple. Ouais. Donc voilà, tu choisis pas pour rien la personne. Alors, des petites questions pour finir. Quelle est ta relation avec ton image, la nourriture et l'argent?
Ok, alors mon image, comme je dis, j'ai pas toujours eu confiance en moi, mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup plus. Moi, ce qui m'aide très fort, c'est quand je suis dans des downs ou des choses comme ça, que je me trouve pas la plus belle. Je sais que j'aime bien un peu de make-up, un petit outfit que j'aime bien, etc. Et je me sens de nouveau, voilà, beaucoup mieux. Par rapport à la nourriture, c'est quelque chose. Je suis une grande gourmande, très très grande, que j'ai dû apprendre avec la vie à Diminuer. diminuer et mieux manger. Et bon, pas pour rien, comme on dit dans la vie. Ma fille a des allergies, des reflux, des intolérances, des trucs comme ça. Mais ça m'apprend du coup à manger un peu plus, je dirais sainement. J'ai toujours mangé sainement, mais j'étais une grande gourmande. Et là, je dirais que j'apprends à trouver des balances. Mais je reste une gourmande. Et le sport... Et l'argent. et l'argent, pas le sport. L'argent... Bah aujourd'hui, je dirais que j'ai une très bonne relation à l'argent, très stable. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est que j'ai l'impression qu'on a appris à naviguer à travers du coup des inquiétudes d'argent, enfin plein d'argent, moins d'argent, ceci d'argent. En fait, j'ai l'impression que quand tu vis tout ça, ça te permet aussi de plus vite te rendre compte c'est quoi finalement l'argent et qu'est-ce que ça t'amène. Et Qu'est-ce que donc, j'ai vraiment besoin pour vivre? voilà aussi, qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre réellement? C'est quoi les luxes que tu peux te faire avec l'argent ou pas? Enfin, du coup, je trouve que tu peux apprendre finalement à te dire, ben moi, voilà ce que j'ai besoin pour vivre et voilà, en fait, tout ça, c'est pas nécessaire ou ça, c'est nécessaire. Bon, avec des enfants, d'autant plus, je pense, quand tu penses extrascolaire et des choses comme ça. Mais vraiment, moi, je dirais aujourd'hui, ça m'a un peu réconciliée avec l'argent, d'ailleurs. Durant tes grossesses, t'as pris du poids. C'était dur pour toi d'en reperdre ou... Alors oui, pour mon Parce qu'une fils... gourmande enceinte, Oui, je me oui, demande- oui. Non, enceinte. Bon, après, je fais des gros bébés. Ma fille, c'est 4,5 kg, mon fils, c'est 4,2 kg. Donc oui, je fais des gros bébés déjà. Donc le poids, je pense, est déjà là. Oui, bien sûr. Mais De toute façon, le oui, poids mon enceinte, fils, c'est c'est pas 23 ça, mais- kilos et ma fille, c'était 26 kilos. Donc j'ai bien pris. T'as Après, fondu, quoi. oui, mais j'ai de la chance. Je pense que déjà, c'est ADN. Ma maman est comme ça, ma Ta sœur est sœur comme aussi, ça, ouais. voilà. Et on perd vite après les grossesses. Mais je pense que moi, ce qui m'aide le plus, c'est l'allaitement. Ouais, l'allaitement, Vraiment, ouais, parce que je c'est fais pas de cool. régime, je fais pas de sport, je fais rien du tout pour l'instant. Et c'est vraiment le fait de... Bon, mon ventre a des vergetures. Hein. Mais non, c'est vraiment le fait de l'allaitement. Moi, l'allaitement, j'ai toujours dit, sur moi, en tout cas, c'est magique. J'allaite, Tu fonds. ça et la fatigue. Et le fait que tu cours après le premier perd encore plus vite, du coup. Mais oui, pour mon fils, j'ai perdu moins vite, mais j'ai vraiment laissé le temps au temps aussi. Et l'allaitement a fait les choses. Sans pression, c'est pas une pression pour non, toi, le poids? Non, moi, c'est pas une pression. Alors, ce serait mentir de dire que quand t'accouches, tu te trouves belle direct. Moi, pas. Non, tu passes dans le miroir, t'es là, c'est quoi ce corps? J'ai plus de fesses. Franchement, moi, honnêtement, ça a été. C'est vrai? Ouais. Mais je crois que j'étais high, tu vois, les hormones. Oui. Moi, je crois que j'étais déconnectée, genre. Ouais, où tu te ocytocine, sens max. outrance, mais pourquoi tout le monde dit que c'est trop bien, je refais. Ben oui, puis je pense aussi que ça dépend combien de kilos t'as pris, des choses comme ça, ça oui. Mais de nouveau, c'est comme dans la maternité, il y en a qui aiment être enceinte, il y en a qui n'aiment pas. Mais c'est vrai que moi, le postpartum, je le vis bien parce que t'as le high et en même temps pas bien, moi, par rapport à mon corps. Très vite parce que la fatigue s'installe, donc déjà ton visage, enfin moi j'ai des boutons qui reviennent quand je suis fatiguée ou les cernes, etc. Perte de cheveux. Mais t'as quand même pas mal de trucs et ça, c'est pas facile. Je trouve ça, à ces moments-là, ouais, ça s'installe et t'es là, ok, bon. Moi, et comme je dis, c'est ce qui m'aide, m'apprêter. Même en postpartum, les jours où je me sentais pas bien, tu sais, t'es là avec ta culotte dégueulasse. Ouais, on s'en fout, tu mets un legging et un pull large, mais un petit make-up, tes cheveux un peu attachés et directement, voilà. Ça peut paraître comme quelque chose de oui, mais tu t'acceptes pas complètement. Moi, je pense que chacun doit faire comme il sait, et c'est bien pour lui. Et moi, m'accepter plus facilement des fois, oui, c'est un peu de make-up, mais tu me verras les 3/4 de ma semaine sans make-up aussi. Et je suis très bien avec ça, mais c'est plus les moments de down, je trouve, où des fois on a besoin d'un peu, on peut avoir besoin de se retrouver un peu belle aussi. 100%. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à la personne qui partage ta vie? Alors, sans pleurer, je dirais que je suis reconnaissante qu'on se soit choisi mutuellement et que ce soit un choix quotidien. Parce que l'amour, pour moi, c'est ça, c'est un choix quotidien. Ouais, je suis très, très reconnaissante de lui, du papa qu'il est, mais du mari qu'il est, parce qu'il est incroyable. Et je pense que
maintenant que sa carrière touche petit à petit à sa fin, on avait toujours dit après toi ce sera moi. Et c'est marrant, mais moi je suis quasi sûre que ce sera ma personne dans l'ombre quand ce sera à moi de briller. Il a l'air, parce qu'il faut se dire que maintenant, à l'heure actuelle, Oui. on fait ce podcast, il est dehors. Dans avec le froid. Léa, ouais, il neige en tout cas, donc il doit pas faire moins de 0 degré. Il a été marcher en poussette avec sa fille. Voilà. Je veux dire, là, Voilà. franchement. Et une chance sur deux, à mon avis, qu'elle est réveillée, peut-être même déjà un peu en crise dans la voiture. Donc... Tu dois l'allaiter, là? Oui, mais je l'avais allaité avant, mais même, souvent, des fois, il y a des petites crises. Et il gère. Donc, Ouais, voilà, il gère. c'est ça le papa qu'il est, quoi. Exemplaire. Ouais. Alors, pour finir, justement, pour pas le tenir trop longtemps, j'ai envie quand même que tu nous donnes ta petite routine make-up ou soin, je vais dire, matin et soir. Ok. Alors, matin, c'est simple. Je ne me nettoie pas le visage. Je passe avec un tonique. Je vais peut-être pas donner les marques. C'est moi, j'aime bien. Oui, ok. Donc, Caudalie ou... J'adore Caudalie. Hein, ouais, Caudalie ou Rennes, le Glow Tonic. Donc ça, je passe. Ensuite, je mets un sérum, soit de vitamine C, soit je mets... C'est quoi? C'est la Roche-Posay. Hydra quelque chose, c'est pour hydrater justement dès le matin. Et ensuite, une crème... la vitamine C, c'est Yepoda, que j'adore. Et ensuite, une petite crème hydratante. Alors, en fonction, évidemment, hiver, été, ça change. Moi, j'ai une peau mixte à grasse par moment. Donc, du coup, c'est pas pour tout le monde tout. Mais les crèmes, je crois que c'est ça le plus décisif en fonction de ta peau. Donc, à ce moment-là, moi, la crème que j'adore, c'est Tatcha. Connais pas. De Sephora. C'est une crème très, t'as l'impression de pas mettre de crème tellement qu'elle est, on dirait de l'eau, quoi. J'adore. Et une autre crème que j'aime beaucoup aussi, c'est Yepoda. Aussi. J'ai découvert Yepoda il y a pas si longtemps et pourtant j'adore. J'ai jamais testé. C'est parce que c'est des très bons produits et Dieu seul sait que j'ai galéré avec ma peau. Donc, c'est des choses que j'ai testées, retestées, retestées. Très bien. Crème solaire ou pas? Crème solaire, toujours. Et ça, c'est une Vichy. Ouais, Vichy SPF 50 du coup, qui est très fluide, donc très bon pour justement si t'as une peau qui a tendance à être un peu reluisante. Voilà, elle est top. Donc ça c'est ma petite routine. Alors make-up, c'est très simple. J'adore le Charlotte Tilbury Flawless machin, c'est ce que je mets sur ma peau parce que c'est pas vraiment un fond de teint, c'est plus ça t'apporte directement, c'est une couleur, mais sans le truc cake. Si j'ai besoin de plus couvrir des moments où j'ai des boutons ou des moments où j'ai une soirée, c'est le Armani Luminous. Donc, voilà. J'ai mis les deux ce matin. C'est vrai? J'ai mis Charlotte Tilbury en base et puis j'ai mis un petit peu de... Moi aussi, j'ai mélangé parce que j'avais un peu les boutons. Donc on va un peu camoufler. Ok, on a les mêmes rêves, très bien. Voilà, donc c'est ça. Alors mes go-to pour les cernes, voilà, concealer, c'est Tarte. Ah ouais. Voilà, moi j'adore, je suis une grande fan de Tarte. J'adore aussi Huda Beauty, mais c'est une différente texture. Mais Tarte pour moi, si t'as des cernes... Ok, je le testerai. Moi je mets Fenty Beauty. Ah, ils sont bien, si, j'adore. Il y a un soin dedans. Ouais, ils sont bien. Mais Tarte, ils sont encore un tout petit peu plus couvrants. Donc ça dépend aussi ce que tu veux. Par exemple, je mets jamais Tarte si j'ai pas de make-up. Par contre, si j'ai pas de make-up, c'est le Herborian. Ah oui, voilà. si t'as pas de make-up, c'est juste crème, ça. bébé crème. Voilà, j'adore. Voilà. Ensuite, après ça, j'ai un bronzer qui est de Glowish de Huda Beauty que j'adore parce qu'il a un peu soleil comme ça. Je mets ça et puis je mets un blush de Fenty Beauty que j'adore. Du coup, c'est pas en poudre, c'est en crème. Ça, j'adore. Mascara Huda Beauty aussi. Moi, j'adore. Dingue. Ouais, ils ont 2 embouts. Mais c'est souvent quand je vais à Dubaï, en fait, le truc, c'est que je découvre des trucs à Sephora là-bas et puis je suis là, j'adore. Mais ça se trouve sur Sephora, en Belgique, France aussi. C'est dingue qu'on n'ait pas de Sephora en Belgique. C'est que je me tape Franchement, Sephora, si tu nous entends, ça doit être en Belgique. Donc ça, voilà. Et puis toujours aussi de la poudre pour Huda Beauty aussi. Huda Beauty aussi. Moi aussi. C'est celle que je préfère. J'en ai testé beaucoup. Celle-là, c'est vraiment le top. La pêche ou la rosée? La pêche. Moi, c'est plutôt pêche. Moi, ça dépend. Je peux switcher, mais en fonction de hiver, été, nouveau. C'est peut-être que tu parles pas de Rhode. De Rhode, tu vois la marque. Ouais, j'aime beaucoup, mais je n'ai pas testé. Moi non plus, je n'ai pas testé. Mais j'ai pas encore trouvé, en fait. Non, en fait. Et commander en ligne les frais de paire, non merci quoi. J'ai regardé chez moi. Non. Et puis je finis avec un spray, c'est Charlotte Tilbury, ça c'est mon go-to. Voilà. Et les lèvres, ça sert à rien que je donne des rêves parce que je crois que je switch tout le temps. Moi j'aime bien les couleurs assez foncées. Et une par contre, une quand même que j'ai conseillée pour les crayons que j'adore, c'est la marque, ça va me revenir, c'est la marque de Selena Gomez. Rare. Voilà. Rare Beauty. Alors, ces crayons sont incroyables.
Yeah. Je mets ces blushs, mais je mets pas celui. Ouais, les crayons pour moi. Je mets Refi. Ouais, moi je trouve comparé à MAC. Oui. Elles ont toutes fait des marques, c'est pas possible. Oui, toutes les stars en fait. Oui, mais je dois avouer que ces crayons sont incroyables. Je ne mets plus que ça et elle a des teintes, j'adore. Ok. Donc voilà. Le soir, rapidement. C'est le soir, rapidement. Donc je me démaquille. Je fais double démaquillant, donc un truc un peu gris, gras, c'est Vichy, huileux, etc. Ensuite, avec un savon pour le visage. Ça, j'ai tendance à switcher. J'adore le Yepoda justement, qui est une vraie mousse, ou le Caudalie, qui est aussi une mousse. Très chouette aussi. Voilà, donc ça, j'adore faire. CeraVe pour peau acnéique. Ouais. Je l'ai bien. Le CeraVe, il est top. Je le connais. Non, mais je l'aime beaucoup. On se sait. Donc voilà, donc sur ça, voilà, c'est vraiment nettoyer, c'est le secret, mais oui, pour bien m'enlever. Et après, rétinal. Oui, rétinol en hiver, du coup, surtout en été un peu moins. Mais oui, en général, du coup, je vais mettre sérum, soit acide hyaluronique si j'ai besoin d'un peu de replump ma peau, soit niamicide, zinc en cas un peu d'imperfection, bouton, etc. Ça, c'est d'abord le sérum. Ensuite, du coup, rétinol, donc crème rétinol. Laquelle Alors moi, c'est une marque, j'ai oublié, c'est le packaging bleu et blanc, ça ne se trouve pas partout, c'est OZ quelque chose. Mais je t'enverrai si... voilà. C'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé parce qu'en Angleterre, ils utilisent beaucoup ça pour justement les problèmes de peau, les choses comme ça. Mais maintenant, ils le vendent en Belgique. Ça aide. Parce que ma dermato, elle me l'a recommandé pour un peu d'acné et... Enfin, pour tout d'ailleurs. C'est un truc, c'est le rétinol. Et elle m'a recommandé la marque Isdin. Ah, je connais. Ouais, elle est très bien aussi. Ouais. Voilà. Mais tu vois, il y a un rétinol là qui est très très bien. Je dirais que c'est les personnes qui ont des peaux pas du tout problématiques ou voilà, peu importe, pas besoin peut-être, mais en tout cas moi j'ai struggle, donc je suis passée par ça. Et puis une crème de soir, et ça la crème je dois avouer que je change aussi. J'aime bien tester des différentes. Enfin une fois que j'ai fini le truc, donc Yepoda je la trouve très très bien. Allez, je vais tester. Ouais, parce que du coup ça fait plusieurs fois que je dis Yepoda, mais ouais Yepoda top. Et l'autre que j'aime beaucoup, c'est, que je dise pas des bêtises, de la Roche-Posay. C'est de la Roche-Posay que je n'aurais jamais cru, mais j'adore. Ok. Trop fan. T'as une crème hydratante pour le corps? Oui. Laquelle tu commandes? Alors moi, c'est Bum Bum. Ah ouais? Ouais. Ok. Juste pour l'odeur. Ouais. En fait, à l'époque, ils vendaient pas en Belgique et il y avait la jaune et il y avait toute une pub sur le fait que ça allait te donner des fesses en plus toutes lisses, machin. Mais moi, c'est l'odeur qui est restée addict et j'aime beaucoup les odeurs, etc. Mais maintenant, par exemple, que j'ai un bébé, je mets pas cette crème-là. Et là, alors, je mets que des huiles. Ok. Là, j'adore, moi, m'hydrater avec des huiles, etc. Et quoi, tu mets ton pyjama après avec ton film gras? Oui, en fait, moi, quand je dis huile, c'est parce que je commande sur, je sais pas si tu connais la marque Nuager. Non. Donc, en fait, c'est une marque française, c'est du pur beurre de karité fouetté. Elle en a créé pour justement les problèmes d'eczéma, les problèmes parce qu'il y a un moment j'ai eu un peu de psoriasis, etc. Et moi ça me l'a guéri. Et en fait du coup je continue à mettre ça. Et ça c'est gras mais ça pénètre bien dans ta peau le beurre de karité et ce n'est pas aussi dérangeant que par exemple de l'huile que tu mettrais et puis tu mets ton pyjama quoi. Ça je sais pas. Donc ouais. Non moi je mets le soir beurre de karité partout. Je tartine parce que je tartine ma fille aussi. Donc. Ok, dernière question, la petite question signature du podcast. Ok. Peux-tu me raconter un moment où tu as fait preuve d'audace dans ta vie? Oh là là, la question. C'est marrant parce que moi je dirais, enfin à mon avis je pourrais en dire plein. Mais pour moi le moment où j'ai fait preuve d'audace, c'est un peu au clin d'œil de là tout à l'heure où il m'est arrivé plus d'une fois d'arriver dans des événements hyper sapés et que j'ai décidé de rester moi. Et que, comme je dis, je me suis quand même hyper bien amusée. Mais que ce qui me faisait trop plaisir, c'est que souvent les gens me complimentaient au final. Et que je me disais, t'es une badass. Je me disais, tu vois, t'es une badass. Ça veut dire que tu t'habilles pas du tout comme les gens et que, voilà, t'as respecté qui t'étais, etc. Mais que t'as ce petit truc qui fait que on trouve quand même que t'étais bien sapé. Pour moi, ça, c'est de l'audace. De l'audace d'arriver et d'être décalé. Je suis bien d'accord. Écoute, merci beaucoup, Manon. Merci. C'était passionnant. C'était trop chouette. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Je vous remercie infiniment et à très vite pour de nouveaux épisodes.